Tout commence dans un monde fantastique. Là-bas, un gobelin aiguisait son couteau, entouré de corps humains. Dans une mine de bois voisine, un homme crie en ordonnant à quelqu'un de bâillonner une femme avant de lui briser les dents. Dehors, le gobelin avait vaincu tous les gardes. Réaliser ce qui se passe, il prend un air sérieux, puis laisse échapper un sourire sinistre. À l'intérieur, une jeune femme est ligotée et bâillonnée, pleurant de peur. Un des ravisseurs lit son document d'identité à voix haute, découvrant qu'elle s'appelle Jung Hyun et qu'elle vit à Séoul. L'homme s'étonne qu'elle ait vécu dans un endroit si chic. Il s'approche d'elle et demande si elle s'est calmée et est prête à les écouter. Le ravisseur dit qu'il comprend sa réaction. C'est fou de vivre normalement et d'être soudainement plongé dans un monde fantastique. Il explique que cet endroit est vraiment un monde de monstres et de magie, tandis que les autres se moquent de son expression désespérée. L'homme ajoute qu'ils ont aussi été amenés ici avant et que leur rôle est d'aider les nouveaux. Il s'approche et dit qu'elle aura besoin de leur aide, lui demandant si elle veut savoir pourquoi elle doit les obéir. Il lui montre la tête de son petit ami et l'avertit que si elle refuse leur aide, elle finira comme lui. Ayan tombe dans un désespoir total en voyant cela et s'évanouit sous le choc. Le ravisseur se plaint qu'elle s'est évanouie encore, mais son partenaire dit qu'il aurait été plus simple de lui briser les dents tout de suite. Ils commencent à se disputer et le troisième complice masqué leur demande de ne pas abîmer son visage, car cela faisait longtemps qu'il n'avait pas capturé une si jolie fille. J'espère que le héros les éliminera. L'homme masqué s'éloigne en disant qu'elle est la plus jolie fille à être apparue ici récemment, donc ils doivent être doux. L'autre ravisseur suggère de la réveiller d'abord, car traîner son corps inconscient serait impossible. Soudain, quelqu'un dit qu'il trouve cela dégoûtant et ne peut même pas regarder, laissant les autres confus. Le ravisseur blond pense que c'est le gars masqué qui a dit ça, agacé par le commentaire. Il continue à maudire son partenaire pour l'ignorer, mais celui-ci ne répond pas. Cependant, ce n'était pas tout à fait ce qu'il pensait. Le héros avait lancé un couteau droit dans la gorge du scélérat. Les deux autres ravisseurs restent là, complètement perdus sur ce qui vient de se passer. Le gobelin récupère son arme et remarque que ces criminels dégoûtants semblent bien s'amuser. Les ravisseurs se tournent vers la voie et sont terrifiés en voyant une créature. Le héros apparaît devant eux et suggère de jouer à un autre jeu à partir de maintenant. Ensuite, il lance une dague vers les hommes. Ils parviennent à bloquer avec leurs mains, réalisant que l'adversaire vise leurs points vitaux. Le chef essaie de se calmer, disant que l'ennemi est juste un gobelin faible et ordonne à son partenaire de l'éliminer. Peu à peu, la fille commence à se réveiller. Pendant ce temps, le MC s'apprête à s'assurer que ses personnages secondaires ne verront plus le jour. Il change alors sa prise sur son couteau, le tenant comme un kunai. Ensuite, il esquive l'attaque de l'homme blond. Juste au moment où le type s'apprêtait à frapper à nouveau, le MC se déchaîne, tranchant les jambes du scumbag. Le criminel tombe instantanément à genoux, hurlant de douleur. Cette scène est tellement satisfaisante à regarder. Sans perdre de temps, le MC enfonce le couteau dans le cou du criminel. Voyant cela, le dernier capteur panique en voyant son partenaire gisant sans vie au sol. Pendant ce temps, Ayan observe tout, incapable de comprendre cette scène folle. Le MC charge vers le dernier criminel, lui demandant pourquoi il reste immobile alors que le jeu continue. Désespéré, l'homme commence à agiter son épée dans tous les sens et crie au monstre vert de s'éloigner. Il se prépare alors à frapper le gobelin de toutes ses forces. Cependant, le MC prend de l'élan et lui assène un coup de pied volant, frappant de ses deux pieds dans sa poitrine. Ça avait l'air de faire mal même à moi. Après le coup, le gobelin fait un salto arrière et atterrit sur ses pieds. Le criminel est laissé briser au sol, la fille regarde la scène en pleurant, tandis que le capteur terrifié rampe en arrière, suppliant le monstre de ne pas s'approcher. Il essaie de négocier en offrant de la nourriture, mentionnant désespérément qu'il a entendu le gobelin parler la langue humaine plus tôt. En panique, l'homme leur demande de discuter, disant qu'il a l'air d'un gobelin sympa. Le gobelin ignore complètement les supplications, lève son poignard, et l'homme crie de désespoir, lui demandant ce qu'il veut. Sans hésiter, la créature enfonce la lame dans la poitrine du capteur, éliminant enfin ce scumbag. Le gobelin soupire d'épuisement, remarquant que c'était extrêmement fatigant. Soudain, il sursaute en réalisant que Ayan est toujours là, le regardant en silence. La jeune femme tremble toujours de panique, pleurant sans arrêt après avoir été témoin d'une telle brutalité. Le gobelin ramasse son poignard et décide qu'il doit aussi s'occuper d'elle. Il s'approche lentement de Ayan avec la lame à la main, rendant la fille encore plus terrifiée. Avec un sourire effrayant, il remarque qu'elle était là tout le temps.
Il coupe simplement ses liens et la jeune femme s'assoit, les poignets en main, parlant hésitante. Elle le regarde avec peur et demande s'il est aussi coréen. Le gobelin s'accroupit et rétorque en demandant s'il ressemble vraiment à un coréen ou même à un humain. Yeon insiste en disant qu'il parle leur langue, comprend ce qu'est un document d'identité et l'a même sauvé. Le gobelin lui dit d'arrêter avec ses bêtises et précise qu'il ne l'a pas sauvé intentionnellement. Désespérée et en pleurs, elle lui demande d'expliquer car elle ne comprend rien. Le gobelin pointe les corps des ravisseurs et demande si elle n'a pas entendu ce que ces scélérats disaient plus tôt. Il explique qu'ils vivaient tous les deux des vies normales avant d'être jetés dans ce monde terrible. Ayan continue de pleurer sans rien comprendre, se plaignant de cette histoire confuse sur d'autres mondes. Voyant son désespoir, le gobelin esquisse un sourire quelque peu sinistre. Il dit qu'elle devrait déjà le voir, laissant la jeune femme perplexe. Le gobelin demande si elle ne voit pas de notification de quête et veut savoir quel objectif lui est apparu. Soudain, des hologrammes bleus apparaissent devant Hanyan, la laissant sous le choc. Il rit et lui dit de continuer à accomplir des quêtes pour s'adapter, car des récompenses sont offertes à ceux qui réussissent. Le gobelin se retourne et commence à s'éloigner, lui disant froidement de se battre pour sa vie si elle veut survivre. Désespérée, elle court et attrape son bras, lui demandant d'expliquer un peu plus, car elle ne comprend toujours rien. Cette action rend le gobelin extrêmement furieux. Il la saisit brutalement par les cheveux et la tire, faisant crier Ayan de douleur et de panique. La créature presse la pointe aiguisée de son poignard ensanglanté contre la gorge de la fille. Il crie en l'appelant naïve et l'avertit de manière intimidante qu'il est la chose la plus dangereuse ici. Il la menace en disant qu'il prévoit d'égorger chaque humain qu'il croise et qu'il ne l'a épargné que sur un coup de tête. Elle pleure bruyamment avec le poignard sur le cou. Ayan demande pourquoi il fait cela s'il a le pouvoir de les aider. La question fait hésiter le gobelin une seconde, se remémorant quand il a posé cette même question dans le passé. Dans ce souvenir, sous une terrible tempête, son ancien lui pleurait en tenant le corps sans vie de sa bien-aimée Seulgi dans ses bras. Il suppliait désespérément sous la pluie, dévasté, sachant que tout était complètement faux. La jeune femme dans ses bras ne montrait plus aucune réaction, confirmant la terrible tragédie qui s'était produite. À ce moment-là, de lourds pas d'une personne en armure brillante et imposante commencèrent à s'approcher. Le jeune homme leva les yeux avec rage et douleur en reconnaissant la personne qui s'approchait si majestueusement. Devant lui se tenait un puissant guerrier en armure tenant une épée dorée au milieu de la tempête. Cette femme froide était connue de tous dans ce monde fantastique comme l'épée sacrée légendaire Yuri. Le jeune homme cria de fureur, se rappelant qu'elle avait promis de les aider à survivre et à rentrer chez eux. Il continuait à crier, la haine dans la voix, se demandant pourquoi elle n'était pas intervenue. Avec une froideur totale, Yuri dit qu'elle regrette ce qui s'est passé, mais affirme que la mission est accomplie et que c'était un sacrifice noble. Elle lève son épée dorée et déclare qu'il mourra en traître. Le jeune homme essaie de se défendre en criant que les soldats ont tué Seulgi et son enfant à naître, qu'il essayait seulement de les arrêter. Sans pitié, elle frappe son cou avec son épée. Alors qu'il tombe sans vie au sol, la femme l'appelle traître. Sur le point de mourir, il se demande amèrement ce qu'est un sacrifice noble et pourquoi il est traité de traître. Il réalise que tous ces mots n'étaient qu'un mensonge inventé pour couvrir la cruauté des guerriers. Submergé par une immense rage, il maudit chaque humain dégoûtant de son dernier souffle. Il pensait qu'il paierait n'importe quel prix s'il pouvait juste avoir la chance de les déchirer de ses propres mains. De retour au présent, le gobelin prend une grande inspiration avec une expression sombre. Il demande si elle veut vraiment savoir pourquoi il agit ainsi et décide de lui révéler la vérité. Le gobelin crie qu'il méprise et déteste profondément les humains, révélant avec colère qu'il n'en fait plus partie. Il s'approche de son visage et déclare avec certitude qu'il appartient maintenant à la race des peaux vertes. Dans ses souvenirs, le guerrier implacable Ayuri insiste sur le fait que leur sacrifice était noble. Elle pointe son épée avec dédain et avertit que pour avoir tué ses alliés, il mourra en traître. Le jeune homme crie désespérément que ses soldats ont tué sa bien-aimée Seulgi et l'enfant qu'ils allaient avoir. Sans écouter, la guerrière porte le coup fatal en ordonnant froidement au traître de se taire une bonne fois pour toutes. Le jeune homme tombe face contre terre, le sang jaillissant de son cou mortellement blessé. Dans ces derniers instants, l'image de lui tenant le corps de Seulgi résonne dans son esprit, questionnant l'injustice de cette trahison. Il ressent une haine écrasante pour ces humains hypocrites. Avec des yeux brillants de fureur, son dernier souhait était de pouvoir déchirer et détruire tous les humains de ses propres mains. Soudain, sa conscience s'éveille, flottant parmi des bulles dans un lac sombre. Il émerge de l'eau avec un soupir désespéré pour reprendre son souffle. Haletant au milieu du lac,
Le jeune homme se regarde, complètement confus, ne comprenant pas comment il est encore en vie. La première chose qu'il fait est d'appeler désespérément le nom de sa bien-aimée Sulji, essayant de comprendre où elle se trouve. Il réalise que son corps est complètement différent et panique. Le jeune homme réalise qu'il se tient au centre d'un cercle magique lumineux flottant sur l'eau, il ressent une douleur étrange dans la bouche et est choqué de découvrir qu'il a maintenant des crocs de monstre. En regardant ses griffes vertes, il panique en se demandant ce qui se passe et pourquoi il est devenu ainsi. Une créature massive portant un masque de crâne récite un sort mystérieux disant que la lumière de la lune l'a guidé et que le sang humain est mort. Le gobelin nouveau-né fixe cette figure terrifiante, les yeux écarquillés, paralysé par le choc. Le chaman se présente formellement comme Morksul, le leader spirituel et chaman des guerriers de cette tribu de monstres. Morksul tend sa main griffue et déclare qu'il va lui donner un nouveau nom, faisant de lui un membre officiel de la tribu Goblin. Le chaman imposant effectue le rituel de baptême et commence à prononcer le nouveau nom que la créature portera désormais. Il proclame haut et fort que le nom du jeune-né sera Goralzed. Goralzed touche sa poitrine, confus par ce nom, tandis que le chaman remarque que le jeune a le potentiel de devenir un grand guerrier. Plus tard, une guerrière orque analyse un cadavre humain et note que les points vitaux ont été frappés avec précision. Reconnaissant la technique de Goralzed, elle sourit fièrement en voyant qu'il peut si bien se battre contre les humains et déclare fermement qu'il est son homme. La guerrière s'accroupit devant le carnage et ordonne au reste de son groupe gobelin d'attendre là pendant qu'elle avance. Elle lève son arc avec excitation et annonce à tous qu'elle, Mev, va retrouver son partenaire Goralzi. De retour au présent, Goralzi détourne le regard de la jeune femme blonde avec une expression sérieuse et pensive. Il commence à s'éloigner et dit à Hayan de partir aussi vite que possible avant qu'il ne change d'avis. Désespérée, la fille court après lui et supplie de rester à ses côtés, promettant de faire absolument tout ce qu'il demande. Oh, une waifu gratuite! Inscris-moi aussi. Le gobelin se retourne, outré par sa persistance, et demande si elle est devenue folle de vouloir suivre le monstre qui vient de prendre des vies juste devant elle. Hayan rétorque que les humains l'ont trahi et ont tué son ami pendant qu'il l'a sauvé, demandant qui est le vrai monstre ici. En pleurant, la fille crie désespérément qu'elle n'a personne d'autre en qui avoir confiance dans ce monde cruel à part lui. Gurulzé lui donne une légère tape sur le front et l'appelle naïf de penser de cette manière. Il explique qu'être si rapide à faire confiance à quiconque est précisément la raison pour laquelle elle traverse de telles situations terribles. Le gobelin s'approche et l'avertit sérieusement qu'il n'y a absolument rien ni personne de fiable dans cet endroit hostile. Il révèle qu'elle n'est pas la première humaine à être invoquée et partage qu'il existe quelques camps de survivants éparpillés dans la région. Il lui assure que dans ces camps, elle trouvera certainement des gens qui méritent sa confiance bien plus qu'un monstre comme lui. Puis, le gobelin tend la main et remet un petit poignard à la jeune femme blonde. Hayan est confuse en recevant l'arme, tandis que Garulzed prévient que pour survivre parmi les humains, elle devra payer un prix très élevé un jour. Il lui dit de bien cacher le poignard et lui enseigne que faire quelques entailles sur la peau d'un adversaire peut lui donner une vraie chance de gagner un combat. Le gobelin se retourne et prévient que la conversation est terminée. Il menace qu'elle mourra vraiment si elle essaie de lui reparler. Hayan lui demande désespérément d'attendre, suppliant de connaître au moins son nom avant qu'il parte. Il hésite un instant, envisageant de révéler son ancien nom humain, Kim Taesung, mais abandonne aussitôt. Il répond alors fermement que son nom est maintenant Gorols, le grand vaisseau. Un peu plus tard, le gobelin commence calmement à fouiller dans un coffre en métal à la recherche de fournitures. L'archémive apparaît derrière lui et demande pourquoi il a laissé s'échapper la femme humaine, lui rappelant qu'il avait dit qu'il les éliminerait tous. Gorols se retourne, surpris de voir Mev dans la mine de bois. Mev commente avec jalousie que la fille humaine a pris le poignard de Geralt et se plaint qu'elle n'a même pas encore reçu d'arme de sa part. Étonnamment, ce gobelin est plutôt séduisant. Le gobelin s'accroupit et explique que s'en prendre à une humaine faible comme cette fille serait juste une perte de temps sans expérience. Mev, tout excité, loue sa volonté de ne chasser que des humains forts, déclarant fièrement qu'il est vraiment son homme. Si vous aimez et commentez, j'enverrai un gobelin comme ça chez vous. Elle demande curieusement à quel point le guerrier à l'épée sacrée qu'il veut abattre est puissant. Garul se retourne et explique avec mépris que son désir de la tuer n'a rien à voir avec sa force. Avec une fureur sombre sur le visage, le gobelin déclare que son véritable objectif est de détruire ceux qui lui ont tout pris. L'archémev fait un pas en arrière,
visiblement effrayé par l'immense aura de haine émanant de son partenaire. Le gobelin se souvient avec amertume de la raison pour laquelle il vit et de la personne qu'il voulait tant protéger dans sa vie précédente. Il se désigne et ajoute avec colère qu'en plus de détruire tout ce qu'il aimait, les humains ont aussi pris sa vie. Gorils avance furieusement en disant que depuis qu'il a été ressuscité avec cette apparence monstrueuse, rien ne l'arrêtera désormais. Il déclare à voix haute qu'il a fait un vœu de payer n'importe quel prix pour déchirer chacun de ses ennemis. Maeve écoute tout cela, choqué, impressionné par la profondeur de la rancœur que son partenaire porte en lui. La haine à l'intérieur du gobelin prend la forme d'une silhouette démoniaque aux yeux rouges brillants, jurant de venger toutes les souffrances passées. Le désir de vengeance brûle intensément dans les yeux de la créature et il ne se reposera pas tant qu'il n'aura pas vu ses ennemis tomber. Le vœu silencieux dans son esprit renforce qu'il récupérera chaque goutte de souffrance en retour. Soudain, Maeve lui donne un coup de pied, le sortant de cette transe furieuse et lui faisant retrouver son calme. Surpris par sa réaction, Gorul s'approche rapidement et crie le nom de Maeve pour voir si elle va bien. L'archer pleure en se recroquevillant, disant qu'elle a peur quand il se met en colère comme ça, ce qui pousse le gobelin à s'excuser de l'avoir effrayé. Gurul lui dit de rassembler les autres pour collecter tous les objets utiles et les remettre au chaman, et elle accepte joyeusement d'obéir à son homme. Maeve sort joyeusement de la mine et crie aux autres peaux vertes d'entrer et de travailler immédiatement. Gurul monte au sommet d'une falaise pour observer l'horizon de ce monde mystérieux. Le vent souffle fort, tandis que le gobelin regarde silencieusement la forêt en bas. Perdu dans ses pensées, il garde un regard pensif, analysant soigneusement les environs. Au loin, le jeune Alian court à toute vitesse à travers les bois pour s'éloigner du danger. Geralt active son écran bleu pour vérifier l'avancement de sa quête. La notification indique la quête intitulée « Murmure de la Lune », montrant qu'il a déjà chassé 29 des 30 humains requis. Il note qu'il lui faut une élimination de plus pour obtenir la récompense d'évolution en guerrier gobelin. Le gobelin constate que ses mouvements sont devenus beaucoup plus rapides après être devenu gobelin de combat. Maeve interrompt ses pensées en l'appelant à voix haute juste derrière lui. L'archère dit avec enthousiasme qu'elle a déjà rangé tous les objets utiles et demande ce qu'il prévoit de faire ensuite. Goril se prévient que quelques survivants ont échappé à l'embuscade et qu'ils vont sûrement amener des renforts. Avec un sourire malicieux, il suggère de profiter de la situation pour transformer cette mine en tombeau pour ces humains. Le soleil brille dans le ciel bleu, marquant le passage des heures et le début des préparatifs pour le combat. Des bruits métalliques commencent à résonner de l'entrée sombre de la mine de bois. À l'intérieur, Maeve essuie la sueur de son front après avoir fourni un gros effort physique pour porter des pierres lourdes. Gorille arrive en courant et attire son attention, lui disant de faire plus attention. Soudain, un des gobelins travailleurs crie en appelant Gorille chef, laissant le guerrier confus par ce nouveau titre. Le gobelin marqué par les cicatrices sourit largement et déclare avec fierté qu'ils ont tout fait comme il l'avait ordonné. Il pointe le tunnel bloqué et explique avec satisfaction qu'ils ont fini de placer tous les obstacles sur le chemin. Gorils remercie tout le monde pour leurs efforts, mais essaie de préciser qu'il n'est pas leur chef, bien que les autres insistent sur le fait qu'il est en effet le chef. Le gobelin marqué dit qu'il l'a vu se battre bravement contre les humains, c'est pourquoi il accepte Gorils comme son seul chef. Il se tourne vers la foule de monstres rassemblés dans la mine de bois et demande à voix haute si les autres ne sont pas d'accord. Tous les gobelins commencent à crier et à célébrer, déclarant en chœur qu'ils acceptent Gorels comme leur nouveau leader. Maeve s'accroche au bras de Gorils et annonce avec mignonnerie qu'elle l'accepte aussi. Mais alors que son homme, un gobelin éclaireur, arrive en courant, paniqué, et prévient qu'une énorme horde d'humains approche. Goril affiche un sourire féroce et ordonne à tous les autres gobelins de courir et de se cacher loin immédiatement. Il se tourne vers l'archère et lui demande si elle peut prêter main forte pour gérer la situation. Maeve prépare joyeusement son arc et déclare fermement qu'elle tirera ses flèches pour protéger son homme. Gorul se sourit en montrant ses dents acérées et remarque avec excitation qu'il est temps de commencer cette fête. Dehors, les renforts humains arrivent et l'un d'eux pointe frénétiquement les énormes flaques de sang au sol. Le chef mercenaire, portant une hache géante, grogne de mécontentement en entendant qu'un seul gobelin a causé tout ce désordre. Il attrape le scout dans une rage folle et lui demande s'il plaisante, mais l'homme insiste en tremblant que le chef dit ça parce qu'il n'a pas vu la scène. Le scout explique frénétiquement que le petit monstre s'est battu comme un sauvage et a massacré tout leur groupe sans problème. Le mercenaire devient encore plus en colère, disant à l'homme de se taire et d'arrêter avec cette excuse de lâche. À bout de nerfs,
il plaque le scout violemment au sol herbeux. Le chef ordonne à Zhang Jai de mener les hommes à l'intérieur de la mine et de capturer le gobelin vivant, car il veut voir si c'est vrai de ses propres yeux. Zhang Jai prend le commandement du groupe de mercenaires et crie à tous d'entrer dans la grotte, déterminés à capturer la créature vivante. Cependant, dès qu'il s'approche, une flèche précise tirée de l'intérieur de la mine frappe le mercenaire en tête. L'homme s'effondre instantanément, mettant les autres mercenaires en alerte maximale. Le chef du groupe grince des dents de colère. Ne comprenant pas d'où vient cette embuscade soudaine, l'un des mercenaires pointe l'entrée sombre de la mine et crie en avertissant que l'archer gobelin est positionné juste là. Avec une agilité extrême, Mev tire à nouveau sur sa corde et vise les envahisseurs. La flèche file à grande vitesse et frappe l'un des mercenaires droit à la jambe, faisant jaillir le sang. L'homme blessé crie d'agonie au sol tandis que le chef murmure de rage, traitant ses propres subordonnés de déchets inutiles. De l'intérieur, Mev esquisse un sourire moqueur et remarque que les humains sont des créatures extrêmement folles. Elle se retourne alors et court rapidement dans les sombres profondeurs des galeries. Le chef mercenaire rugit de fureur, ordonnant à ses hommes d'arrêter de traîner et d'aller capturer le monstre vivant tout de suite. Motivé par les cris de leur chef, le groupe armé d'humains charge violemment dans le tunnel de la grotte. Mev continue de sprinter à grande vitesse à travers les tournants étroits des tunnels pour attirer les ennemis plus profondément. Avec une grande légèreté, elle saute par-dessus un piège posé au sol pour éviter d'être prise dans sa propre ruse. L'archère atterrit en douceur et continue de courir vers le point de rendez-vous convenu avec son partenaire. Les mercenaires la poursuivent juste derrière, criant furieusement pour capturer ce monstre maudit une bonne fois pour toutes. Cependant, en courant à l'aveuglette, les hommes franchissent accidentellement un fil tendu au sol sans s'en rendre compte. Mev s'approche de Gorils et l'informe que les ennemis sont tombés dans le piège et il la félicite, leur disant de prendre l'autre sortie. Elle accepte joyeusement le plan et les deux gobelins commencent à courir ensemble vers la sortie de secours. Dehors, le chef mercenaire observe silencieusement le reste de son équipe entrer dans la mine. Il soupire de frustration, grognant qu'il se sent profondément honteux que leur base secrète ait été envahie par un simple gobelin. À l'intérieur de la grotte, le groupe d'assaut avance rapidement, les épées tirées, pensant que la victoire est garantie. Cependant, le fil qu'ils franchissent déclenche un mécanisme qui crée des étincelles près des caisses empilées dans les coins. Dehors, le chef mercenaire entend un bruit étrange venant de l'entrée et s'approche pour enquêter. Il pénètre un peu à l'intérieur et tombe sur un tas de pierres et de planches, se demandant si le gobelin pensait vraiment que cela les arrêterait. En y regardant de plus près, le mercenaire admet avec surprise que la créature est intelligente et utilise son cerveau bien mieux que ses hommes. L'homme s'accroupit avec sa hache massive pour analyser les détails de cette barricade suspecte. Il retire un morceau de bois et son visage devient pâle en découvrant des caisses de poudre à canon stockées au milieu de cette structure. Un autre subordonné apparaît en pointant au fond et prévient que le chef doit voir ça. Mais l'homme a déjà compris le danger imminent. Dans un désespoir total, le chef mercenaire pousse un cri assourdissant, ordonnant à tous de fuir. Le subordonné est confus, ne comprenant pas l'ordre, mais n'a pas le temps de réagir avant que la première étincelle ne jaillisse. Une explosion colossale de feu et de fumée consume instantanément les galeries de la grotte. La chaleur extrême incinère les mercenaires en une fraction de seconde, réduisant chair et os en cendres au milieu des flammes. L'impact de la détonation fait sauter toute l'entrée de la mine de bois, projetant une énorme boule de feu et des débris à l'extérieur. Les mercenaires à l'extérieur sont projetés loin par l'onde de choc de l'explosion, hurlant de terreur. Un des survivants tombe sur l'herbe, toussant à cause de la fumée noire et maudissant le vil gobelin avec les forces qui lui restent. L'entrée de la grotte s'effondre sous un énorme éboulement, scellant à jamais la tombe de ses envahisseurs. Regardant la fumée noire au loin, Mev est impressionnée et commente avec surprise que l'explosion était vraiment gigantesque. Elle se tourne vers Gorul en remarquant qu'il est silencieux et lui demande s'il va bien. Soudain, un cercle magique bleu lumineux apparaît sous les pieds de Gorul, surprenant l'archer qui crie son nom. Le système envoie une notification confirmant qu'il a réussi à accomplir la quête d'élimination et va maintenant évoluer en classe de guerrier gobelin. La lumière bleue s'estompe complètement, révélant la nouvelle forme physique de Garul, devenu un redoutable guerrier gobelin. Le guerrier laisse échapper un souffle d'air chaud en affichant un sourire féroce et intimidant, montrant ses dents acérées. En regardant ses propres mains, il pense ressentir des sensations qu'il n'a jamais connues, se demandant si c'est ça, avoir du pouvoir. Devant l'entrée détruite de la mine,
le scout humain survivant gémit de douleur en essayant d'arrêter le saignement de sa jambe blessée. Il grogne avec colère qu'il avait prévenu qu'il n'était pas un gobelin ordinaire, mais les autres ont choisi d'agir avec arrogance et ont fini morts de manière pathétique. Soudain, le jeune homme sursaute lorsqu'une ombre se profile au-dessus de lui et une voix se moque du fait que quelqu'un ait survécu à cette énorme explosion. Gorille apparaît devant le survivant avec un regard menaçant et demande en se moquant si l'homme est une cafard pour avoir survécu. Le gobelin sort lentement son poignard de combat aiguisé, faisant glisser la lame froide hors de son fourreau de manière intimidante. L'humain terrifié crie d'horreur alors que la créature se jette sur lui violemment pour le maîtriser. Gorille le cloue au sol et presse la lame glacée du poignard contre la gorge de l'homme terrifié. Il avertit que si l'humain veut rester en vie, il a intérêt à répondre honnêtement à toutes ces questions, sinon il finira comme son dîner ce soir. Dans une autre partie de la région, un garde surveille les environs du haut d'une tour en bois où flotte le drapeau du camp. Il se rappelle que voir cet endroit rempli de survivants convoqués lui rappelle des souvenirs nostalgiques de son passé. Le sentinelle conclut qu'absolument rien n'a changé en une décennie et que les choses restent exactement les mêmes dans ce monde. Au milieu des hautes herbes, Mev demande avec inquiétude si quelque chose s'est passé, mais Geralt répond que cette nouvelle information joue en leur faveur. Le gobelin explique qu'il doit d'abord rencontrer le chef Morkzul pour l'informer du succès des récentes victoires du groupe. Il ajoute qu'ensuite, ils réarmeront les guerriers de la tribu pour frapper à nouveau les humains. Le scout humain attaché à proximité appelle le gobelin et demande s'il peut être libéré de ses cordes maintenant. Le jeune homme lui rappelle qu'il a respecté sa part du marché en marquant l'emplacement exact du camp des survivants sur sa carte et que tout a été vérifié. Geralt acquiesce et déclare que puisqu'il honore ses promesses, il tiendra sa parole et permettra aux prisonniers de vivre. En entendant la réponse positive, le scout affiche un large sourire soulagé, incapable de croire à sa chance. L'homme se lève rapidement et dit avec arrogance aux gardes gobelins de se mettre de son chemin, disant que leur chef lui a permis de partir. Il s'éloigne en les traitant de petits rats pathétiques, tandis que les monstres échangent des sourires sinistres dans son dos. Avec des regards assoiffés de sang, le groupe de gobelins sort ses armes aiguisées et charge rapidement le dos de l'humain sans méfiance. Sans pitié, l'un des monstres enfonce son poignard profondément dans le dos du gars, le faisant gémir de douleur. Un autre gobelin bondit rapidement et couvre la bouche de l'humain pour empêcher ses cris désespérés d'aide de résonner dans la forêt. Toute la meute de gobelins s'acharne sur l'homme sans défense, le poignardant à plusieurs reprises jusqu'à ce que sa force s'épuise complètement. Gorille analyse calmement la carte et remarque qu'il a promis d'épargner la vie du jeune homme, mais n'a jamais dit que ses compagnons feraient de même. Le corps du scout s'effondre sans vie sur l'herbe, teintant le sol vert de son sang après avoir été trahi par les créatures. De retour dans la grotte de la tribu, le chaman Morkzul demande si Gorols est vraiment venu demander des armes et des troupes pour attaquer le camp humain. Gorols s'agenouille devant le chef et explique qu'il a parfaitement cartographié les positions ennemies, le nombre de troupes et le terrain. Le guerrier garantit que la tribu aura de solides chances de victoire si elle lance une attaque surprise contre les forces humaines. Le chaman Morkzul écoute attentivement les arguments et se caresse le menton pensivement avant de rendre son verdict. Soudain, un cri fort interrompt la conversation, ordonnant à Morkzul de ne pas approuver la demande de Gorils en aucune circonstance. Gorils se retourne, visiblement agacé par cette interruption soudaine, pour voir qui essaie de saboter ses plans. Le massive Hobgoblin Goff apparaît en arguant que la priorité de la tribu devrait être de se préparer à l'appel imminent du grand chef. Il ajoute que cet appel nécessitera une longue marche, donc la priorité absolue doit être de faire le plein de ressources et de recruter plus de guerriers. Morkzul convient qu'il est en effet proche de ce moment, mais se demande s'il a une raison plausible de rejeter la demande de Gorille. Goff pointe Gorille avec mépris et déclare qu'il n'est qu'un novice nouvellement évolué, donc la tribu ne peut pas gaspiller de précieuses ressources sur lui. Gorell s'approche de lui et suggère de manière provocante que Goff l'accompagne en mission pour s'assurer personnellement de la sécurité des ressources de la tribu. Le guerrier le fixe fermement et ajoute avec moquerie que cela ne fonctionnerait que si Goff avait vraiment le courage d'accepter le défi. Le énorme Hobgoblin devient furieux face à l'audace du novice et demande avec colère si Gorille doute de sa force. Il fait un pas menaçant en avant et déclare sérieusement qu'il prouvera sa valeur et ses compétences au combat sur le champ. À ce moment-là, Mev entre joyeusement dans la grotte en appelant son grand-père et en demandant si son cher Gorels est là. Goff fixe Gorels avec des yeux brûlants de rage et demande défiant s'il accepte de régler cela dans un duel honorable.
Entendant la proposition de duel entre les deux puissants guerriers, Mev s'arrête net, complètement choqué par la situation. Gorels affiche un sourire provocateur et prévient qu'il accepte le duel à condition que le perdant se soumette entièrement aux ordres du gagnant. Entendant l'extrême condition posée par le guerrier, Mev panique et pousse un cri de choc. Le chaman ignore les supplications de sa petite fille et déclare que le duel d'honneur entre Goof et Goruls est officiellement autorisé. Peu après, les deux adversaires se tiennent face à face au centre d'une grande arène circulaire entourée par la foule en liesse de la tribu. Gorels reste complètement concentré et calme, ignorant les chants des gobelins qui soutiennent son adversaire. Pendant ce temps, Goth arbore un sourire arrogant et confiant, se sentant victorieux avant même que le combat ne commence. Dans les gradins, le gobelin marqué demande à Mev pourquoi son chef a accepté de combattre Goth et pourquoi elle n'a pas essayé de l'arrêter. Mev gesticule frénétiquement, expliquant qu'il n'y avait pas le temps d'agir car son partenaire a accepté le défi trop rapidement pour être arrêté. Le chaman Mork Xul annonce qu'il sera témoin du combat et prévient qu'ils se battront sans armes ni magie jusqu'à ce que l'un abandonne ou perde connaissance. Le gobelin marqué avertit Mev que Goth a un terrible tempérament et ne laissera certainement pas son adversaire sortir de l'arène vivant. Mork Xul lève son bras et donne le signal de départ pour que le duel d'honneur commence immédiatement. Goof pousse un rugissement monstrueux en fléchissant ses muscles massifs, défiant son adversaire de l'attaquer de toutes ses forces. Le géant charge avec fureur, disant que le novice agit avec trop d'arrogance juste parce qu'il a récemment évolué en guerrier gobelin. Il lance un coup violent avec son poing massif, promettant de briser chaque os du corps de son adversaire. Gorels esquive la frappe mortelle avec une extrême aisance, gardant une expression ennuyée alors que le poing le frôle. Dans une contre-attaque rapide, le guerrier donne un coup de pied fort entre les jambes du géant arrogant. Goff se fige instantanément, les yeux écarquillés de douleur, et s'effondre à genoux sur le sol de l'arène, tenant la zone blessée avec les deux mains. Profitant de l'ouverture, Goril porte un coup lourd à l'arrière du cou de son adversaire, le faisant perdre complètement son équilibre. Incapable de supporter la douleur et l'impact, le massif hobgoblin tombe face contre terre sur le sol rocheux de l'arène. L'ensemble du public de gobelins tombe dans un silence total, regardant la scène avec des expressions de choc et d'incrédulité. Quelques partisans de Goth commencent à crier depuis les gradins, l'encourageant à se relever, croyant qu'il n'acceptera pas la défaite. Gurul s'approche de l'adversaire tombé et demande s'il n'a toujours pas l'intention de se rendre, pendant que le géant essaie de murmurer quelque chose. Voyant qu'il résiste, le guerrier applique une prise d'étranglement arrière suffocante sur le cou du géant pour mettre fin au combat une bonne fois pour toutes. Gauff essaie frénétiquement de se libérer, mais ne peut échapper à l'emprise parfaite de son adversaire. Le géant perd rapidement sa force. La manque d'air le fait baver et s'évanouir dans les bras du guerrier. Inconscient, le corps du hobgoblin s'affaisse complètement sur le sol, mettant fin au duel d'honneur. Gorels se tient victorieux sur son adversaire assommé et remarque que son physique est impressionnant mais sa technique de combat est terrible. Les gradins explosent de joie pour la victoire de Geralt et Meb saute de joie pour célébrer l'incroyable exploit de son partenaire. Le chaman Mork Xul prend la parole pour reconnaître officiellement la victoire de Geralt et déclare qu'il va exaucer la demande qu'il a faite. Le jeune guerrier s'incline respectueusement et remercie formellement le chef spirituel pour son consentement. Mev crie son nom avec enthousiasme et court vers lui pour le féliciter de sa grande victoire dans l'arène. Elle saute au cou de Gord dans une étreinte serrée tandis que le gobelin marqué le suit en l'appelant chef. L'allié loue la force du guerrier pour avoir vaincu un adversaire si redouté, et Mev se vante fièrement en disant que son homme est vraiment incroyable. Le partenaire jure d'être son bras droit, et Mev annonce qu'ils s'accoupleront avant la fin de la journée, rendant Goruls très mal à l'aise. Au milieu de la célébration bruyante, le chaman Mork Xul s'approche lentement par derrière et appelle le nom du guerrier. Goruls se retourne immédiatement pour lui faire face respectueusement, tandis que Mev remarque aussi la présence de son grand-père. L'aîné frappe son bâton en bois sur le sol, libérant des vagues d'énergie magique bleue qui commencent à flotter autour d'eux. Mork Xul canalise un puissant sort, faisant apparaître des cercles runiques lumineux dans l'air de l'arène circulaire. En voyant cette démonstration d'énergie concentrée, Gorils est surpris de reconnaître que c'est de la magie de portail. Le chaman demande au guerrier de l'accompagner un instant, révélant qu'il a une personne très importante à lui présenter. Goril obéit et les deux passent à travers le portail bleu, sous le regard attentif de Mebve et des autres membres de la tribu. Ils sont instantanément transportés à l'intérieur d'un corridor luxueux, décoré des tapisseries dorées d'un palais.
Le portail bleu s'ouvre au milieu de la grande salle, révélant la destination finale de ce voyage magique. Morxul sort du portail en premier et le jeune guerrier le suit, impressionné par la richesse et le détail de cet endroit. Soudain, un portail doré apparaît au-dessus d'une table ornée au centre du palais et commence à descendre lentement. Des pieds enveloppés de bandages sombres émergent de la lumière dorée intense, révélant l'arrivée d'une figure imposante. Gorul se fige complètement sous le choc en levant les yeux et en reconnaissant l'identité de la personne qui descend. Une guerrière imposante sort de la lumière dorée et remarque avec un sourire que cela fait longtemps qu'elle n'a pas vu le vieux Mork Xul. L'aîné s'incline respectueusement et saisit fermement son bâton devant la souveraine qui vient d'arriver dans la salle. Des vagues d'énergie runique bleue tourbillonnent autour de la pointe du bâton du chaman alors qu'il effectue la salutation formelle. Mork Xul canalise sa magie puissante, faisant apparaître un immense portail bleu lumineux juste derrière lui. Gorils est impressionné et reconnaît instantanément que c'est de la magie de portail. L'aîné demande au jeune guerrier de le suivre un instant car il souhaite lui présenter quelqu'un. Gorils accepte la demande de Morxul et l'accompagne dans le portail sous les yeux du clan. Le portail commence à s'ouvrir au milieu d'une salle luxueusement décorée dans un palais. La déchirure magique s'élargit, révélant le passage direct vers le palais impérial. Morxel passe le premier et le jeune guerrier le suit, observant les lieux. Confus par ce nouvel environnement, Goril demande au chaman où il se trouve exactement. Sans répondre tout de suite, Morxul appelle Gorils à s'approcher. Le guerrier obéit respectueusement et fait quelques pas sur le tapis luxueux. L'aîné tend la main et canalise une petite sphère d'énergie bleue au bout de son doigt. Morxul dit au jeune de baisser la tête et touche son front avec son doigt chargé. L'énergie pénètre doucement l'esprit du guerrier, laissant des fragments de lumière. Morxul accorde officiellement à Gorils le droit de fonder son propre clan indépendant. Le chaman dit qu'il a déjà prouvé sa valeur et son pouvoir, et que beaucoup le suivent déjà naturellement en tant que leader. Il ajoute que la personne qu'ils vont rencontrer lui apportera le soutien nécessaire. Soudain, un portail doré brillant apparaît devant eux, flottant au-dessus de la table de la salle. 2 pieds enveloppés de bandages commencent à descendre de cette intense lumière dorée. Rumpelstiltskin, le gobelin doré, émerge en souriant et dit que cela fait longtemps qu'elle n'a pas vu le vieux Mork Xul. En regardant l'allié mystérieux, Goril se demande avec curiosité ce qu'est un gobelin doré. Elle s'approche de son majestueux fauteuil et confirme son identité avec un sourire. Elle s'assoit confortablement et demande si c'est Goril, le guerrier en quête d'armes. Elle précise qu'elle ne fait pas de charité et que tout dans leur monde a un prix. Cependant, elle dit qu'elle veut d'abord entendre son histoire et l'invite à s'asseoir et à parler. Le jeune guerrier accepte l'invitation et s'installe dans le fauteuil en face du gobelin doré. Il relève le défi de la conversation et commence à réfléchir à où commencer son récit. Gorils conclut en disant que c'est toute la vérité sur sa réincarnation en gobelin. Après avoir écouté le récit du jeune, Rumpelstiltskin commence à trembler silencieusement. Elle frappe fort les 2 mains sur la table en bois et s'exclame que l'histoire est merveilleuse. Rumpelstiltskin crie avec enthousiasme que c'était l'histoire la plus divertissante qu'elle ait jamais entendue. Ensuite, elle claque des doigts dans l'air pendant que Geralt l'observe. Confus, le claquement fait flotter des dizaines de livres de sorts dans toute la salle luxueuse. Elle déclare que cette courte histoire deviendra le plus grand chef-d'œuvre de sa collection. Rumpelstiltskin gesticule joyeusement tandis que les livres dorés orbitent dans l'air sur des chemins magiques. Elle se penche en avant, excitée, et avoue qu'elle a adoré son conte. Elle célèbre en sautant sur sa chaise, disant que ça faisait des siècles qu'elle n'avait pas ressenti une telle excitation. Goroz s'agace de sa réaction, la trouvant folle et envisage même de lui ôter la vie. Il essaie de couper court à la conversation et demande si elle peut enfin livrer les armes convenues. Elle éclate de rire et convient qu'il ne pourrait vraiment pas se battre sans ses armes. À ce moment-là, elle se lève de sa majestueuse chaise en disant qu'elle va lui donner bien plus que des armes. Elle s'approche de son visage et promet de lui offrir un cadeau spécial qu'elle appelle son grand vaisseau. Elle se lève de la table et invite le guerrier à la suivre vers une autre partie du palais. Elle ouvre un portail doré de flammes au milieu de la salle et dit qu'elle va lui montrer l'endroit. Elle lit son livre d'histoire à voix haute en riant de la trahison de ceux en qui il avait confiance. Geralt apparaît dans une nouvelle armure imposante, digne de son statut de chef de clan. Rumpelstiltskin loue son apparence et demande si le nouveau chef de clan est prêt. Le guerrier inspecte sa nouvelle tenue et répond qu'il est prêt à agir. Il serre le poing et remarque qu'il ressent beaucoup plus d'énergie parcourir son corps.
Le gobelin doré se penche joyeusement contre les bords d'un grand coffre devant eux. Rumpelstiltskin regarde le guerrier et dit fièrement que ses instincts ne la trompent jamais. Rumpelstiltskin demande à Geralt d'écouter attentivement pendant qu'elle explique les cadeaux qu'elle vient de lui donner. Le jeune guerrier écoute simplement en silence, attendant de comprendre ce que ces nouvelles capacités signifient. Pendant ce temps, la scène se déplace vers le camp des survivants humains convoqués. De retour à la réalité du combat, le nom de Gorils résonne fort sur le champ de bataille. Le jeune chef apparaît imposant sur un rocher, acclamé par ses camarades gobelins. Il saisit fermement la poignée de son nouveau sabre de combat aiguisé. Gorels tire son arme et crie à ses frères de charger, annonçant que la chasse a enfin commencé. Motivé par le cri de guerre, des dizaines de gobelins se précipitent furieusement vers le camp humain. Le choc métallique de la confrontation commence à résonner autour du pavillon des survivants. Un soldat humain court désespérément vers les tentes principales pour alerter son commandant. Il entre dans la tente en criant qu'ils sont attaqués et le chef demande s'il s'agit des mystérieux assassins. À peine reprenant son souffle, le soldat terrifié révèle que les attaquants sont en réalité des gobelins. Le chef d'escouade est complètement déconcerté, incapable de comprendre comment de simples créatures oseraient les attaquer. Dehors, la horde gobelins brise sans relâche le camp, détruisant leur défense. Gorel se souvient alors de l'explication du gobelin doré sur son premier cadeau. Elle a révélé que chaque élimination de son clan compterait pour son évolution. Rumpelstiltskin sourit malicieusement et dit qu'il est temps d'expliquer le deuxième cadeau. Elle claque des doigts dans l'air, attirant l'attention des guerriers. De grands écrans verts flottants apparaissent magiquement dans la salle. Gorils est surpris de réaliser qu'elle peut invoquer des fenêtres de quête. Elle explique qu'il pourra maintenant ouvrir cette fenêtre de quête librement, n'importe où, n'importe quand. Sur le champ de bataille, Gorils active sa fenêtre flottante d'un simple geste. Il sourit, trouvant étrange de faire quelque chose qu'il ne lisait que dans des romans en ligne. Un des gobelins bondit férocement et frappe un soldat humain. L'attaque violente touche le défenseur de plein fouet alors qu'il essaie de bloquer l'impact avec son épée. Cependant, d'autres guerriers humains expérimentés contre-attaquent rapidement. Un des attaquants se fait trancher la tête dans une éclaboussure de sang, terrifiant les autres gobelins. Le chef d'équipe crie à ses hommes s'ils ont vraiment peur de simples gobelins. Il leur ordonne d'apprendre à ces créatures pathétiques une leçon et de leur montrer la puissance des humains. Mais avant qu'il ne termine, une frappe surprise rapide le touche à la tête, la lame perce le visage du guerrier, lui prenant la vie instantanément et étouffant ses cris. Goroz demande froidement qui il traitait de déchet juste avant de le tuer. Le corps sans vie du chef s'effondre lourdement devant ses subordonnés choqués. Le soldat panique en voyant son capitaine abattu si facilement par un seul gobelin. Désespéré, il crie de battre en retraite, réalisant que ces créatures ne sont pas des gobelins ordinaires. Les survivants humains se retournent et commencent à fuir vers le camp principal. Goroz observe simplement la retraite désespérée des guerriers humains de loin. Le jeune guerrier murmure qu'ils sont fous de penser qu'il pourrait lui échapper. Ses camarades gobelins courent vers lui, célébrant la victoire et se moquant de la lâcheté des humains. Dans le souvenir, le gobelin doré demande s'il a déjà choisi un nom officiel pour son clan. Le jeune guerrier semble pensif en entendant la question sur le nom de son futur clan. Dans le présent, Gorils retire son épée ensanglantée en nettoyant la lame. Des gouttes de sang humain tombent lentement de la pointe en acier de son arme puissante. Élevant la voix, le chef loue la brillante performance de combat de son frère, à la peau verte ce jour-là. Il proclame qu'aujourd'hui, ils sont enfin renaître en tant que véritables guerriers sous sa direction. Il leur rappelle qu'avant, ils se cachaient dans l'ombre et fuyaient leurs ennemis. Cependant, maintenant, ils ont enfin remporté leur première grande victoire sur les humains. Avec fureur, Geralt crie qu'à partir de ce moment historique, ils vont enchaîner les victoires. Toute la horde crie avec enthousiasme pendant que leur chef se prépare à annoncer le nom de sa faction. Levant son épée vers le ciel, il déclare la naissance officielle du clan Dague de Sang. Le rugissement de victoire du clan résonne dans toute la vallée, marquant le début d'une nouvelle ère. De retour au palais, le gobelin doré sourit et dit qu'elle aime vraiment le nom Dague de Sang. Cependant, elle devient curieuse et demande pourquoi il a choisi spécifiquement une dague. Goruls détourne le regard et répond calmement que ce choix est lié à sa toute première élimination. Il explique qu'une simple dague était l'arme exacte qu'il a utilisée pour prendre une vie pour la première fois en tant que gobelin. Impressionné par cette signification sanglante,
Elle sourit et dit qu'elle aime encore plus ce choix. Gorolz lui demande alors directement pourquoi il reçoit autant d'aide gratuitement. Elle commence à reculer et révèle que la seule chose qu'elle désire vraiment, c'est son histoire. Rumpelstiltskin s'installe confortablement sur le canapé en ajoutant que les histoires puissantes sont des succès énormes. Elle sourit et explique que tout en écoutant son récit, elle pouvait clairement sentir la profonde colère que le jeune guerrier porte en lui. De plus, elle avoue avoir aussi pu voir son désespoir. Le gobelin conclut en disant qu'elle est impatiente de connaître la fin de cette histoire et Goril écoute simplement. Quoi qu'il en soit, il tend la main et remercie, sachant que les choses seront plus faciles désormais. Elle balaye les remerciements en riant, disant qu'elle va faire fortune en vendant son histoire. Rumpelstiltskin prend congé, souhaitant au nouveau chef de clan une grande et abondante chasse. La scène coupe à une forteresse de pierre isolée, connue comme la 13e unité de garde. Un avis affiché sur le mur avertit d'une récente augmentation des attaques de gobelins et ordonne de renforcer les patrouilles. Agacé, un guerrier frappe la table et se plaint que les autorités doivent être des idiots. Lee Sang-jun questionne indignement si cela a vraiment du sens d'avoir peur de simples gobelins. Le subordonné avertit que des rumeurs disent que ces monstres agissent en meutes organisées comme des fantômes. Écartant l'avertissement, Lee Sang-jun froisse le papier dans une rage extrême. Il lance le papier froissé à son allié et demande pourquoi les gobelins voyageraient en meute si celui-ci est tout seul. Le soldat avertit du massacre au camp humain, mais Lee Sang-jun qualifie simplement les victimes d'inutiles. Le guerrier arrogant décide que cette situation dangereuse est son ticket pour obtenir une promotion. Le jeune subalterne s'inquiète et demande quel est son plan. Les yeux fixés sur la table, Lee Sang-jun parle avec mépris du groupe de gobelins. Il garantit avec arrogance qu'il compte traquer et éliminer chacune de ces créatures. Pendant ce temps, des mouches bourdonnent sur une assiette de nourriture avariée au sol humide d'une cellule sombre. Enroulée dans un coin de la prison, la jeune prisonnière pleure en essayant de se protéger du froid. Un des gardes s'approche des barreaux et remarque que Zhang Yan refuse toujours de manger. Elle l'accuse d'essayer de l'empoisonner à nouveau et traite tout le monde de créatures humaines dégoûtantes. Le garde, agacé par ces mots, se moque en se demandant d'où elle a hérité de cette attitude. Il remarque avec ironie qu'elle a dû hériter de toute cette rébellion de sa propre mère. Furieux à cette mention, le garde agrippe les barreaux et crie insultant la prisonnière. Il s'emporte en disant qu'ils se sont occupés d'elle et l'avertit qu'elle n'est rien ici. Le garde se plaint qu'il voulait juste s'amuser et demande d'où vient toute cette impudence. Il la fixe avec haine, serrant ses mains contre le métal tout en respirant lourdement. Juste après, l'agresseur s'éloigne des barreaux en poussant un grand soupir de fatigue. Il prévient froidement qu'il va maintenant lui montrer sa vraie valeur pour ce groupe. L'homme ordonne à son subalterne de ligoter la fille et de l'emmener au chasseur de gobelins. Le soldat chauve sourit malicieusement et prévient qu'elle servira d'appât vivant pour attirer les monstres. Sous la lumière du croissant de lune, Zhang Yan est laissée attachée à un tronc d'arbre dans les bois. Elle a un morceau de tissu dans la bouche, paraissant faible et terrifiée par la situation. Près d'elle, quelques pièces d'or brillantes sont éparpillées stratégiquement sur l'herbe. La fille reste complètement impuissante au milieu de la clairière entourée par une forêt dense. Cachée dans les buissons, des gardes se plaignent de la forte odeur de résine utilisée pour désorienter les bêtes. L'un d'eux se moque du piège évident et taquine le chasseur à côté de lui en lui demandant s'il est nerveux. L'autre guerrier ignore simplement la taquinerie et se demande si cette méthode va vraiment fonctionner. Le vieux chasseur expérimenté garantit que les pièces éparpillées le long du chemin attireront facilement la proie. Le chasseur de gobelins remarque que l'argent fait vraiment des miracles, et son allié acquiesce. Cependant, le jeune garde semble un peu hésitant quant à l'efficacité de ce piège. Le vieux chasseur expérimenté lui assure fermement que toutes les préparations nécessaires ont déjà été faites. Il explique que les pièces brillantes éparpillées sur la route éveilleront la cupidité du monstre. Le vieil homme révèle que le collier de Zhang Yan porte un sort d'attraction et qu'aucune créature ne l'ignorerait. En riant, l'un d'eux fait une blague nulle, son partenaire lui dit d'arrêter. Le chef du groupe s'accroupit près d'eux et dit qu'une femme humaine est la proie parfaite. Avec un regard sombre, le vieux chasseur ajoute qu'elle est simplement une meilleure viande. L'ambiance devient lourde et les deux subordonnés se taisent, montrant leur malaise. 4 heures passent sous la froide lumière de la lune jusqu'à ce qu'une main verte ramasse une pièce d'or. Un gobelin ordinaire est très excité en trouvant la première pièce humaine tombée dans les bois. Caché dans le feuillage, le vieux chasseur dit à tous de rester concentrés car la proie est arrivée. D'autres gobelins apparaissent en cherchant au sol, se moquant des humains idiots qui ont laissé de l'or. Cependant, Geralt apparaît soudainement et fixe quelque chose d'étonnant devant lui.
Il aperçoit la jeune Jang Hyun attachée à un tronc et la reconnaît immédiatement. Muselée et terrifiée, la fille pleure silencieusement, ne sachant pas ce qui va lui arriver. Le guerrier est stupéfait et remarque que la fille n'a vraiment pas de chance. Gorille commence à s'approcher lentement d'elle tandis que les autres monstres l'observent. En voyant l'approche d'un être aussi imposant, les yeux de la fille s'élargissent, submergée par la panique. Gurul la fixe et demande moqueusement si elle aime vraiment être attachée partout. Incapable de parler à cause de la muselière, elle le regarde simplement avec des larmes sur le visage. À ce moment-là, le jeune guerrier se souvient du jour où il a vu le corps de Lee Sang-jun pendre au gibet. Le criminel avait été condamné à mort pour enlèvement et violence contre les appelés de ce monde. Ce jour-là, tout le monde célébrait la fin méritée de cet homme déplorable et cruel. Gorel se demande avec curiosité comment cet homme qu'il a vu pendu pourrait être de nouveau en vie. De retour à la forteresse des gardes, un cri de colère résonne, brisant le silence du hall principal. Sur la table en bois se trouve le badge d'identification officiel avec le nom de Lee Sang-jun. Désespéré, le guerrier se tient la tête fermement en essayant de comprendre la situation. Les dents serrées, il crie de panique, essayant de comprendre le cauchemar qui se déroule. Il se rappelle que les gobelins devaient être de simples monstres faibles utilisés pour gagner des points d'expérience. Il est furieux que ces créatures agissent de manière si audacieuse et brutale contre eux. Lee Sang-jun crie en demandant si son subordonné a déjà envoyé la demande de renfort au quartier général. Le soldat confirme que le message a été envoyé rapidement par pigeon voyageur. Le petit oiseau vole rapidement au-dessus des arbres denses vers les montagnes. Pendant ce temps, la scène se concentre sur une cabane en bois isolée servant de base temporaire. À l'intérieur, Goruz inspecte quelques cordes solides qu'il a prises pour grimper. Soudain, à sa grande surprise, il remarque une étrange présence accrochée au mur de la cabane. Il découvre un petit gobelin cruellement attaché à un cadre en bois comme une décoration. En voyant cette scène choquante, l'expression de Gorol devient instantanément froide et menaçante. Il s'approche du vieux chasseur maintenant solidement attaché à une chaise et lui parle. Le jeune homme montre une pièce d'or et dit que cela servira de paiement pour le désagrément précédent. Il jette une pile de pièces d'or sur la table pour payer le matériel d'escalade qu'il a pris. Gorel le fixe sévèrement et déclare qu'avec ça, ils sont complètement à égalité, sans rien de laisser en suspens. Terrifié et bâillonné, le vieux chasseur hoche rapidement la tête en acquiesçant. Le sujet étant réglé, le jeune chef se retourne et sort lentement par la porte en bois de la cabane. Maeve court joyeusement à sa rencontre pour lui dire qu'elle a rassemblé les guerriers qu'il avait demandé. Les membres du clan s'inclinent avec ferveur, jurant d'honorer le nom de la dague de sang au combat. Gorils caresse affectueusement la tête de Maeve, louant son bon travail et la faisant briller de joie. Il ordonne qu'à la tombée de la nuit, Maeve mène une attaque frontale sur la forteresse pour servir de distraction. Gorils jette quelques vêtements humains au sol et ordonne à 2 de ses subordonnés de les enfiler. Gorils déclare formellement qu'ils font maintenant partie de l'unité d'élite du premier commandement de la dague de sang. La nuit, une pluie de flèches enflammées s'abat sur la forteresse et les gardes crient de désespoir face à l'attaque ennemie. Un de ces soldats frappe frénétiquement le gong en métal pour donner l'alerte, criant que les gobelins attaquent. Maeve mène en colère la ligne de front, ordonnant à ses archers de continuer à tirer sans pitié sur les humains. Un soldat survivant monte rapidement les escaliers en bois pour apporter des nouvelles de l'invasion à son supérieur. Dans la précipitation, il ouvre violemment la grande porte en bois du bureau du capitaine. Le messager crie de terreur en avertissant d'une attaque aérienne des gobelins, laissant Lee Sang-jun sous le choc. Il ordonne immédiatement de verrouiller les portes principales et d'envoyer toutes les forces disponibles au mur. Le subordonné s'incline rapidement et confirme les ordres avant de retourner au combat. Épuisé et tendu par la tournure des événements, le capitaine se rassoit dans sa chaise en bois. En sueur froide, il réalise avec effroi qu'il ne s'agit pas de monstres ordinaires, car il n'a jamais vu de gobelins attaquer des forteresses. Il frappe la table d'agacement et dit qu'ils doivent tenir jusqu'à l'arrivée des renforts, croyant que les monstres ne grimperont pas les murs. Pendant ce temps, un grappin en métal attaché à une corde solide s'accroche silencieusement au sommet du mur de pierre. Le garde-chauve qui patrouille dans la zone entend un bruit métallique étrange et se retourne intrigué. Il s'approche prudemment et fixe la corde qui vient d'être lancée. Mais avant qu'il ne réagisse, une épée le transperce violemment. L'impact lui déchire la gorge, l'empêchant de crier dans un flot de sang. Sans vie, le garde tombe en arrière, incapable de réagir. Goruls bondit agilement dans la forteresse et atterrit accroupi dans le couloir. Il réalise que le plan a fonctionné et félicite mentalement Maeve. Peu après, un autre membre silencieux de la dague de sang grimpe le mur et rejoint son chef. Le gobelin murmure respectueusement d'attendre les ordres.
Son équipe d'élite, équipée d'arbalètes, prend position sur le mur, prête à attaquer. Geralt leur ordonne d'agir pour éliminer le capitaine. Sous les ordres du chef, l'équipe silencieuse progresse dans les couloirs sombres de la forteresse ennemie. Un guetteur aperçoit un mouvement étrange et crie, mais les archers de la dague de sang tirent leurs flèches avec précision dans l'obscurité. Les projectiles frappent le sentinelle au cœur et à la tête. Goril descend rapidement les escaliers internes vers les quartiers du capitaine. Un soldat se plaint de l'alarme, ignorant que l'ennemi est juste derrière. Avec une précision chirurgicale, Goril tranche la gorge de l'homme silencieusement. Sans perdre de temps, il enfonce sa dague dans le cou d'un autre garde. Le corps sans vie du soldat tombe lourdement dans les escaliers. Le guerrier fait un dernier adieu, se moquant de la stupidité de ses adversaires. Soudain, un bruit de fracas surprend Lee Sang-jun qui écarquille les yeux. La grande porte de ses quartiers est frappée avec force, commençant à se fissurer. Peu après, l'entrée est complètement détruite dans un nu de fumée. Terrifié, le capitaine tire son épée et crie désespérément pour son lieutenant. Geralt entre calmement dans le hall et remarque avec mépris que la voix lui semble familière. Il tient son arme et avoue que revoir ce visage est un choc. Lee Sang-jun reste figé en voyant un monstre devant lui dans ce hall. Il crie furieusement en demandant qui est l'intrus et comment un gobelin parle. Le guerrier sourit, montrant ses crocs, et répond que l'important c'est qu'il a vu le capitaine mourir. Un bref flashback rappelle leur première rencontre. Le capitaine commence à transpirer d'horreur, essayant de se souvenir d'où vient cette voix. Dans la mémoire de la grotte sombre, plusieurs survivants couraient désespérément pour échapper au danger. Kim Tae-sung menait la fuite, essayant de garder tous ses compagnons en vie. Shin Daeok-ho se plaignait épuisé, disant que ses poumons brûlèrent de courir sans arrêt. Il pleurait et demandait une pause, presque à s'effondrer de fatigue sur le sol humide de la grotte. Kim Tae-sung lui cria de cesser de se plaindre et de continuer à courir vite. Dans le souvenir, Shin Daeok-ho courait, terrifié, pensant à se venger dès qu'ils auraient vaincu les monstres. Des monstres ressemblant à des rats géants poursuivaient sans relâche les survivants dans la grotte sombre. Désespéré, il criait qu'il détestait tout ça et suppliait de courir encore plus vite. Il se plaignait que le égoïste Lee Sang-jun les avait abandonnés là pour servir de nourriture aux monstres. Tai-sung essaya de le calmer en criant de s'accrocher, car des renforts étaient juste devant à la sortie. À ce moment-là, Tai-sung jura qu'il déchirerait Lee Sang-jun en deux s'il le trouvait, mais il n'eut jamais cette chance. De retour dans le présent, dans la forteresse sombre, Gorils prononce le nom du capitaine avec un regard froid et jugeant. Le jeune leader dit calmement que le capitaine a maintenant quelques dettes à régler avec lui. Avec un sourire ironique, Gorils suggère de se déplacer vers un endroit plus calme pour parler. Furieux, le capitaine refuse immédiatement la proposition et crie qu'il reste là où il est. Face à ce refus, Gorils prévient qu'il devra alors lui tirer dessus plusieurs fois pour le traîner de force. En entendant cela, le capitaine commence à transpirer d'horreur et tremble de désespoir. Gorels affiche un sourire terrifiant et lui rappelle que Sang-jun ne l'a jamais traité comme un véritable être humain dans le passé. Rapidement, les guerriers gobelins chargent et maîtrisent le capitaine, l'immobilisant sans qu'il puisse se défendre. Malgré les protestations du prisonnier, l'unité d'élite l'emmène ligoté à travers les couloirs de pierre de la forteresse. Le capitaine est jeté sans ménagement sur le sol du toit de la forteresse par ses ravisseurs. Avec mépris, Gorels assène un coup de pied violent au torse du captif ligoté, le poussant dans une chute libre. Le corps de Lee Sang-jun plonge à grande vitesse du sommet du mur vers le sol de la forêt. Le capitaine tombe directement sur un énorme tas de paille, laissant échapper un cri étouffé à l'impact à travers son bâillon. Les gobelins gardant la zone sont surpris de voir l'humain tomber du ciel et survivre à la chute sur la paille. Un des monstres agrippe fermement les cheveux du captif pour s'assurer qu'il ne tente pas de s'échapper. Goruls descend et ordonne à ses hommes de donner le signal à Maeve, car ils doivent sortir d'ici le plus vite possible. Le subordonné sonne la corne de signalisation pour faire savoir à l'équipe que la mission a réussi. De l'autre côté de la vallée, Maeve écoute attentivement le son de la corne résonnant à travers la forêt sombre. Elle ordonne à ses guerriers de cesser l'attaque et de se retirer stratégiquement. Un des sentinelles humaines regarde par-dessus le mur, confus en remarquant le silence soudain. Il crie à ses compagnons de ne plus tirer, les alertant que les monstres se retirent dans les bois. La nuit commence enfin à céder aux premiers rayons du soleil à l'horizon. Pendant ce temps, la scène revient à l'intérieur de la cabane en bois du chasseur. Le vieux chasseur tend une assiette de viande chaude et juteuse à la fille. Jean Haiyan, enveloppé dans une couverture, regarde la nourriture avec suspicion et tristesse. Le vieil homme insiste chaleureusement, lui assurant que la viande est délicieuse.
La fille reste silencieuse et pensive, réticente à accepter la gentillesse de ce groupe humain. Il pose l'assiette devant elle et lui demande de se détendre, assurant qu'il n'y a pas de poison. Le vieil homme s'assoit confortablement sur l'herbe, à distance respectueuse de la fille effrayée. Il explique calmement qu'avec ce repas, il voulait simplement exprimer sa gratitude. Il avoue que si elle n'était pas intervenue cette nuit-là, il aurait sûrement été décapité. Le vieil homme ajoute qu'il a remarqué qu'elle avait de la pitié pour sa misère. Ensuite, le vieil homme demande si elle fait aussi partie des personnes appelées d'une autre dimension. Il explique que cela désigne les gens tirés d'un autre monde par magie d'invocation. Jean-Yann baisse la tête pensivement et acquiesce silencieusement, réalisant que le terme a du sens. Le vieil homme remarque que les personnes invoquées acquièrent souvent des capacités uniques. En entendant cela, les yeux de la fille s'écarquillent légèrement alors qu'elle se souvient de son expérience. Elle se rappelle avoir vu une fenêtre flottante lui disant d'éliminer un gobelin. L'écran vert affichait clairement les détails du test qu'elle devait accomplir. De loin, 2 gobelins cachés jettent un œil à la conversation. Curieuse de ce que les humains disent, Maeve surgit soudainement et se moque de ses alliés, les traitant d'idiots. Elle fait une grimace effrayante et les menace sérieusement. Sur le toit, Maeve commence à les frapper, tandis que les humains en bas pensent juste que le groupe est bruyant. Soudain, des coups violents et des cris étouffés résonnent de l'extérieur. À l'intérieur, le capitaine Sang-Joon reçoit des coups violents qui le font gémir de douleur. Gorille lui assène un coup puissant au visage, le laissant saignant et sans force. Le jeune guerrier le fixe froidement et lui ordonne de dire la vérité une bonne fois pour toutes. Il le regarde dans les yeux et lui demande comment il est encore en vie. Ne comprenant pas la question, le capitaine répond qu'il est en vie simplement parce qu'il n'a pas encore été tué. Gorel dit que c'est faux et lui assène un autre coup violent au nez. Sang-Joon reçoit une pluie de coups brutaux, le sang éclaboussant la petite pièce. Désespéré par la torture, il crie en suppliant le guerrier d'arrêter immédiatement. Il crie pour qu'il demande ce qu'il veut savoir, ne comprenant pas ce que le gobelin veut tirer de lui. Avec un calme déconcertant, Goroz répète sa question initiale sur sa survie. Sang-Joon se plaint, incrédule, d'être interrogé sur sa respiration et sa vie actuelle. Il crie de douleur, disant qu'il n'a aucune idée de comment répondre à une question aussi absurde. Goroz révèle qu'il l'a vu se faire pendre sur la place publique par la guerrière Ayuri de ses propres yeux. Le capitaine est abasourdi d'entendre le nom de l'épée sacrée et demande craintivement pourquoi elle l'aurait pendu. Il prétend n'avoir jamais vu son visage et se demande quelle raison elle aurait de l'éliminer. Serrant son visage, Gorille se l'accuse de faire l'idiot et évoque les invoqués qu'il a réduits en esclavage. Le guerrier serre la mâchoire de haine, exposant son crime de traite d'esclave à ses supérieurs. Il partage qu'après avoir fui vers l'ouest, l'épée sacrée l'a traqué sans pitié et l'a exécuté. Sang-Joon dit que c'est un conte de fées fou, car il est arrivé ici il y a un peu plus d'1 an et n'est jamais allé à l'ouest. En entendant cette révélation surprenante, les yeux de Gurul s'écarquillent légèrement et il se perd dans ses pensées. Il lâche lentement le visage du prisonnier, laissant le sang couler librement le long de son menton. Il réalise que le prisonnier ne ment pas et qu'il est vraiment arrivé ici il y a 1 an. Il se concentre sur le fait que l'homme n'est qu'un capitaine maintenant et commence à se demander quelle pièce du puzzle manque. Soudain, un soupçon écrasant et incroyable surgit dans l'esprit du jeune guerrier gobelin. Il se retourne anxieusement et exige de connaître tout de suite la date exacte d'aujourd'hui dans ce monde. Perdre patience, il assène un autre coup puissant et crie pour qu'il donne immédiatement l'année et le jour correct. Saignant abondamment, le capitaine balbutie de terreur et révèle qu'aujourd'hui, c'est le 7 mai de la 86e année impériale. En entendant la réponse, Gorille se fige complètement choqué par cette date. Il place sa main sur son front, essayant de traiter la révélation incroyable qu'il vient d'obtenir. Le jeune leader commence à marcher vers la porte en silence, laissant le prisonnier confus derrière lui. Pensant que l'interrogatoire est terminé, le capitaine crie en exigeant qu'on le détache de la chaise immédiatement. Gurul s'arrête au bord de la porte, se retourne avec dédain et remarque qu'il a presque oublié un détail. Il s'approche à nouveau de l'homme et mentionne qu'il y a une vieille promesse qu'il doit encore tenir. Il se rappelle le vœu qu'il a fait d'être le seul responsable de la fin de la vie de ce scélérat. Gurul maintient fermement la tête du prisonnier qui écarquille les yeux, saisi par la terreur. D'un mouvement rapide et impitoyable, le guerrier lui brise le cou, mettant fin à sa vie. Il soupire de soulagement, concluant qu'il a enfin rempli le serment qu'il avait fait. Le corps sans vie du capitaine humain gît sur le sol de la cabine, les yeux vitreux et sans expression. Un silence absolu revient dans la petite maison en bois isolée au milieu de la clairière forestière. Gorille réfléchit que cette année impériale correspondait exactement à 5 ans avant sa propre mort.
Il réalise qu'il n'a pas seulement été ressuscité, mais qu'il a en fait voyagé dans le temps en tant que gobelin. L'esprit rempli de nouveaux plans, le guerrier ouvre la porte et sort dans la clairière ensoleillée. Il s'avance lentement vers Zhang Hanyo, qui reste recroquevillée sur l'herbe près du mur. Geralt s'arrête devant elle, l'appelle par son vrai nom et lui demande si elle a un moment pour parler. Très surprise qu'il connaisse son vrai nom, elle lève rapidement le visage et hoche la tête avec enthousiasme. Pendant qu'il parle, sur le toit, Maeve continue de frapper comiquement les subordonnés curieux. La douce brise matinale fait danser les feuilles des cimes sous le ciel bleu clair de la vallée. Les deux marchent côte à côte le long d'un chemin de terre, en silence dans la dense forêt verte. Gorol s'arrête, la regarde de côté et lui demande si elle a vraiment l'intention de l'accompagner. Il précise tout de suite qu'il ne peut pas promettre que son voyage à ses côtés sera sûr. Gurils lui dit de faire attention, car la route à venir pourrait être bien pire que tout ce qu'elle a affronté jusqu'à présent. Il lui demande si elle veut toujours le suivre en sachant cela, et Yang Hyun répond fermement que oui. Le guerrier reste silencieux un moment et lui demande de garder une phrase très importante en tête. Il dit la phrase dans la langue des monstres, qui signifie qu'elle est un gobelin butin de guerre. Jang Hyun ne comprend pas et demande la signification, alors il explique que cela signifie qu'elle lui appartient. Il ajoute que dire cela éloignera les autres gobelins, mais que sa survie dépendra uniquement d'elle. Avant de continuer, Gorals prévient qu'il y a une chose de plus qu'elle doit savoir. Il précise qu'elle peut partir à tout moment si elle change d'avis sur son accompagnement. Soulagée par son attitude compréhensive, elle le remercie timidement. En marchant, elle appelle le guerrier Monsieur Gorils et lui demande si elle peut lui demander une faveur. Assez troublée, elle demande si elle pourrait prendre un bain quelque part, car cela fait longtemps depuis le dernier. Gorils appelle Maeve qui apparaît surprise, jurant qu'elle ne les espionnait pas, mais faisait juste de la reconnaissance. Il ignore l'excuse et ordonne à Maeve d'informer tout le monde que cette fille humaine est son prix, et l'archère acquiesce immédiatement. Peu après, une grande bâche blanche est installée au camp pour servir de vestiaire improvisé. Gurul se tient devant la toile, parlant à un vieil homme aux cheveux blancs. Le chef gobelin s'excuse pour le dérangement et dit qu'il lui doit des faveurs, qu'il le veuille ou non. Le vieil homme répond amicalement qu'il a déjà payé ce qu'il devait et qu'il n'a pas à s'en faire. Il dit que tout va bien car de toute façon, ils vont emporter le corps du capitaine. Le vieil homme rit et avoue qu'il prévoyait d'utiliser le corps comme appât, faisant remarquer à Gorul combien il détestait le capitaine. Il révèle que personne dans la région ne supportait plus les soldats de l'unité de garde. Il explique que le défunt capitaine leur imposait des taxes excessives et que les gardes volèrent le reste sous prétexte de réquisition. Il admet qu'il est devenu chasseur de gobelins à cause de ces scélérats, confirmant qu'il n'avait pratiquement pas eu le choix. L'aîné conclut en disant que beaucoup de gens vont célébrer en apprenant que le capitaine est enfin mort. À ce moment-là, Maeve arrive excitée, apportant quelques vêtements achetés au marché humain. Gurils lui demande de livrer les vêtements à Ayan, laissant l'archère surprise qu'il donne des vêtements à son prix. Dans l'attente, Maeve crie le serment dans leur langue et explique à la fille humaine qu'elle est maintenant la mascotte captive d'un gobelin. Elle dit que la fille humaine fait trop de bruit et lui demande de parler plus doucement, car tout le monde est déjà au courant de la situation. Seul, Goro essaie d'organiser ses pensées et se rappelle qu'il est mort par l'épée sacrée, mais qu'il est revenu à la vie avec le temps remonté. Il note que des gens comme Lee Sang-jun, qui devraient être morts à cette époque, sont encore en vie car ils ne sont pas encore morts. Avec cette réalisation, un sourire sournois commence à se former sur le visage du guerrier gobelin. Il commence à rire doucement dans la forêt, amusé par la situation. Il soupire et pense que si les choses fonctionnent vraiment ainsi dans ce monde, cela signifie que Seulgi pourrait aussi être vivante quelque part à cet instant précis. Étant donné cela, il décide que la priorité absolue est maintenant d'assurer la survie de Seulgi, mettant la vengeance de côté. Il se souvient avec tendresse quand elle l'appelait joyeusement par son ancien nom humain. Il se promet que cette fois, il ne permettra pas qu'elle meure en vain, quelles que soient les circonstances. Le guerrier prend une expression féroce et jure qu'il détruira le monde entier si nécessaire pour la protéger. La nuit tombe sur la dense forêt, révélant un corps humain suspendu à l'envers d'une branche. Un garde armé, portant une torche allumée, s'approche silencieusement de l'endroit où le corps est suspendu. En éclairant la zone, il découvre le visage défiguré et sans vie du capitaine suspendu là. Un groupe de chevaliers arrive et reconnaît le corps du capitaine Lee Sang-jun, déplorant amèrement qu'il soit arrivé trop tard. L'archer du groupe, surnommé Flèche de Feu, demande, choqué, pourquoi il était nécessaire de suspendre le corps ainsi. Le mage aux cheveux bleus commente qu'il avait entendu dire que l'ennemi n'était pas un gobelin ordinaire, mais cela dépassait les attentes.
Le chef barbu dit qu'il a un très mauvais pressentiment, réalisant qu'ils font face à un ennemi complètement différent. Il leur ordonne de se concentrer d'abord sur la récupération du corps, croyant que le monstre a peut-être laissé une trace derrière lui. Le chevalier expérimenté ordonne à ses soldats de bien vérifier leurs armes et leur armure. Avec un regard déterminé, il déclare fermement qu'aujourd'hui, ils éradiqueront complètement les gobelins de la région. Le légendaire épéiste du crépuscule avertit qu'il fera payer cher aux monstres qui ont pris la vie de ses compagnons. Un cri retentit pour ordonner l'ouverture immédiate des portes d'une grande forteresse en pierre. Les gens annoncent le retour du groupe de soumission, révélant qu'ils sont les mercenaires connus sous le nom de chasseurs d'Amber. Les gardes à l'entrée chuchotent, surpris par le retour rapide du groupe, déduisant de l'ambiance tendue que le capitaine n'a pas survécu. Un officier s'approche pour les accueillir et demande cyniquement s'ils ont réussi à trouver le sergent Lee Sang-jun. Cet homme est le sergent Kim Han-gyeol, le nouveau capitaine de sécurité du lieu. Le chef mercenaire soupire et explique qu'ils sont arrivés trop tard, révélant que le médecin légiste a déjà identifié le corps en route. Ensuite, il reçoit une bourse pleine de pièces et semble un peu surpris par le montant. Han-gyeol explique qu'il a ajouté un montant supplémentaire au-delà de ce qui avait été convenu, même si la mission n'est pas complètement terminée. Le sergent sourit et déclare que puisque le corps de Lee Sang-jun a été trouvé, leur mission peut déjà être considérée comme terminée. Il dit qu'il serait honteux de répandre que la force de sécurité a été massacrée par des gobelins insignifiants, riant avec mépris. L'archère du groupe devient extrêmement agacée par son ton moqueur, tandis que son compagnon lui demande de baisser la voix. Sans se soucier de leur agacement, le sergent fait un geste désinvolte et dit aux mercenaires de déguerpir. Le chef expérimenté des chasseurs d'Amber regarde simplement en silence. Tenant la bourse de pièces qu'il a reçue, il regarde discrètement en arrière pendant que le sergent s'éloigne avec les autres gardes de la forteresse. Il lève ensuite la bourse de pièces vers ses compagnons avec une expression légèrement plus légère. Les autres membres du groupe louent le calme de l'ancien et célèbrent le bon travail qu'ils ont accompli. Près de là, un panneau indique le chemin, tandis qu'un des mercenaires réfléchit qu'il devient de plus en plus en colère en y pensant. Ils avancent le long de la route au coucher du soleil, se plaignant que les gardes semblent les traiter comme de simples marchands au lieu de guerriers. Le jeune homme aux lunettes demande au chef au sujet du bonus et il confirme que le sergent a vraiment ajouté 2 pièces d'argent supplémentaires par tête. L'archère est frustrée et trouve ridicule que l'officier ait agi si arrogant pour si peu de pièces. Elle remet alors en question s'ils vont vraiment ignorer la situation, lui rappelant que le chef lui-même a admis n'avoir jamais vu un monstre de ce type. Le compagnon appelle l'archère par le nom de Hong-yeom et lui demande si elle ne connaît toujours pas le style de leur chef. Il explique qu'ils vont enquêter dans les maisons locales car l'incident est bien trop suspect pour être simplement ignoré. Le chef confirme et partage que selon le médecin légiste, le sergent Lee Sang-jun a été brutalement torturé avant de mourir. Il ajoute que les gobelins normaux attaquent la tête avec des outils ou mordent des points vitaux et ne torturent jamais les victimes de cette manière. Il conclut qu'il s'agit soit d'une créature sans précédent, soit de quelqu'un de très intelligent agissant dans l'ombre pour les contrôler. L'aîné suggère de trouver une auberge à proximité pour commencer à enquêter là où circulent des rumeurs, profitant de l'occasion pour boire un peu. Hong-yeom se plaint d'avoir promis d'arrêter de boire, mais le vieil homme rit et dit que c'était juste une blague. Pendant ce temps, la nuit tombe et révèle un panneau en bois dans la forêt marqué de flèches et de runes sinistres. Gurl s'ouvre la porte d'une pièce en pierre et informe Zhang Haiyan que c'est ici qu'elle va se réfugier pour l'instant. Impressionnée par le confort de la pièce, elle demande si les gobelins vivent comme les humains, mais il le nie tout de suite. Il explique qu'il a adapté la pièce pour qu'elle puisse se reposer confortablement. Reconnaissante pour la rare gentillesse du monstre, elle le remercie timidement, la tête baissée. Il lui montre où se trouve le lit et lui dit qu'elle peut choisir à manger parmi la nourriture que ses subordonnés apportent. Jang Yeon s'assoit prudemment sur le matelas moelleux, encore en train de digérer tout ce qui lui arrive. Gorels l'observe et commente que peu importe ce qu'elle pense de cette situation bizarre, cette pièce est le meilleur endroit pour elle en ce moment, mais il remarque qu'elle s'est déjà endormie profondément. Le chef gobelin esquisse un léger sourire en voyant que la jeune humaine s'est déjà complètement installée chez elle en si peu de temps. Elle dort paisiblement, bien emmitouflée dans une couverture brune. Jirils adopte une expression sérieuse, concentré sur ses devoirs et l'avenir qu'il doit planifier. Assis devant une table en bois avec une carte étalée, il décide qu'il est temps d'organiser la situation actuelle dans son esprit. D'un simple geste, le guerrier touche l'espace vide pour invoquer l'écran flottant de son système. L'écran vert affiche son image mise à jour avec ses statistiques de niveau 6 et son titre de chef de clan.
Il réfléchit à la commodité d'ouvrir la fenêtre de statue à tout moment, se rappelant qu'avant, il y avait une limite de 2 fois par jour. Concentré sur les informations lumineuses, il commence à analyser attentivement les détails de ses quêtes actives. Il vérifie la quête de survie de 100 jours qui a encore 20 jours restants, curieux de connaître la récompense de la boutique secrète. Ensuite, il analyse les exigences pour l'évolution de son espèce, voyant des options disponibles comme assassin ou forgeron. Il se demande si choisir le chemin du chaman ou de l'archer le ferait suivre la même voie d'évolution que Morxel ou Mav. Il rejette rapidement cette idée, se rappelant qu'il a passé sa vie à se battre avec une épée et que ce ne serait pas logique de passer aux attaques à distance. Il enfonce sa lame dans la table avec détermination et conclut que rester dans la classe de guerrier de combat rapproché est sa seule option. Gorel se rappelle que le premier traître éliminé était Lee Sang-jun, mais que sa véritable cible pour la vengeance sera Yuri. Il déclare fermement que même si Seulgi est en vie, les crimes qu'ils ont commis ne sont pas oubliés et chacun paiera le prix. Soudain, Maeve entre dans la pièce en criant désespérément qu'elle a de grandes nouvelles pour Geralt. Le guerrier se retourne, confus, et demande quelles peuvent être ces grandes nouvelles, faisant rougir un peu l'archer. Elle pointe frénétiquement en arrière et essaie d'expliquer que l'événement se déroule juste à l'extérieur. Cependant, elle se fige soudainement, les yeux écarquillés, en remarquant quelque chose d'étrange dans la pièce. L'expression de Maeve change complètement pour devenir triste et le chef gobelin lui demande, confus, ce qui ne va pas. L'archère se met à crier et l'accuse d'être un menteur, laissant Gorils totalement perdu. Gorils la rattrape, lui prend fermement le bras et lui demande d'attendre une seconde pour expliquer. Désespérée, elle agrippe ses vêtements et lui demande en pleurant s'ils ont déjà été intimes. « Est-ce que je deviens folle ou j'aime vraiment une gobeline comme une waifu ?» Complètement surpris par son geste, l'archère rougit et cesse de pleurer. La regardant dans les yeux avec espoir, elle demande timidement si c'est vrai. Il murmure que ces choses devraient être faites avec elle, la gobeline devient rouge et se fige. Soudain, l'archère revient à la réalité et se souvient pourquoi elle est entrée. Garul fait une drôle de tête et demande qui sont ces chasseurs qu'elle a mentionnés. Les deux commencent à se disputer comiquement sur la prononciation du nom du groupe humain. À ce moment-là, une panique soudaine frappe le guerrier gobelin et une goutte de sueur froide coule sur sa joue. Surprise par sa réaction, elle se plaint que c'est exactement ce qu'elle essaie de dire depuis le début. Il commence à faire les 100 pas, ne comprenant pas pourquoi il doit affronter ce groupe. 2 personnes courent désespérément vers la sortie éclairée d'une grotte sombre. Soudain, une hache aiguisée est lancée dans les airs par un rat monstrueux terrifiant. Il tombe inanimé sur le sol de la grotte et son compagnon crie son nom, désespéré. Pendant que le jeune essaie de réveiller son ami, le monstre rat s'approche lentement, arme à la main. Il avale difficilement et grince des dents, terrifié, réalisant que l'ennemi s'approche pour l'attaquer. Soudain, une lumière éclatante surgit de nulle part et frappe le monstre de plein fouet. Profondément surpris par ce sauvetage inattendu, le jeune lève les yeux en entendant une voix lui demander s'il va bien. Le groupe de chasseurs apparaît à l'entrée éclairée et le chef se présente comme les chasseurs de braise. Le chef du groupe de mercenaires observe attentivement le jeune sauvé et lui demande poliment son nom. Encore tremblant et effrayé, le jeune le remercie sincèrement de lui avoir sauvé la vie. Il a du mal à parler et finit par révéler que son vrai nom est Kim Tae-sung, précisant que c'était lui avant de se réincarner. Dans la grotte, Maeve marche anxieusement derrière son partenaire et lui demande affectueusement s'il va vraiment bien. Il maudit intérieurement et admet qu'il savait que ses actions attireraient l'attention, mais ne s'attendait pas à ce que les chasseurs de braise s'en mêlent. Gorils se tourne anxieusement vers Maeve et lui demande où ce groupe de mercenaires a été vu pour la dernière fois. Pendant ce temps, le groupe de chasseurs atteint le ravin et aperçoit un grand drapeau de monstre suspendu près de l'entrée. Le drapeau blanc porte le symbole dessiné d'un crâne avec une épée plantée et des ailes noires sur les côtés. Le chef du groupe se tourne vers ses 2 compagnons fidèles et demande si tout le monde est au courant de leur mission. Les 2 confirment que le plan est de nettoyer le repère du tueur, de sauver les civils et de retrouver le gobelin mystérieux. Avec tout le monde prêt et déterminé à se battre, le chef expérimenté sort ses 2 épées pour lancer l'action. Pendant ce temps, dans le repère du kidnappeur, un garde ennuyé surveille un groupe de civils retenus en otage. Les civils capturés pleurent silencieusement de terreur et de désespoir, ne sachant pas ce qui va leur arriver. Soudain, la voix du vieux guerrier résonne d'en haut, attirant l'attention des criminels rassemblés autour d'un feu de camp. Il dit qu'il sait que les personnes qu'il recherche sont retenues prisonnières là et leur demande poliment de coopérer et de les remettre. Les bandits deviennent extrêmement furieux face à l'audace de l'envahisseur et se demandent qui sont ces idiots.
L'un d'eux sort rapidement sa hache et ordonne avec colère à tout le monde de tuer les intrus immédiatement, sans pitié. Toute la bande charge furieusement vers les mercenaires, exigeant de savoir d'où viennent ces scélérats. Le chef des chasseurs soupire et observe froidement qu'ils n'ont, comme prévu, aucune intention de coopérer pacifiquement. Le chef des criminels lève sa hache et crie que les envahisseurs ont choisi le pire endroit au monde pour s'introduire. D'un mouvement rapide et parfait, le guerrier expérimenté porte une contre-attaque précise contre l'ennemi qui avance. Le chef des bandits crie de douleur en voyant son bras tranché par le coup implacable du vieux guerrier. Sans lui laisser le temps de se remettre, le guerrier décapite rapidement l'ennemi, éclaboussant le sol de sang. Il avance tel un véritable tourbillon parmi les autres bandits, faisant des coupes précises et en éliminant plusieurs à la fois. Un des criminels en haut ordonne aux archers de viser le vieux guerrier et de tirer. Mais avant qu'ils ne puissent le faire, les archers ennemis sont frappés par des flèches enflammées et tombent sans vie. L'archère mercenaire baisse son arc avec un regard sérieux et les moque, disant qu'elle ne les laissera jamais faire. Désespéré par les pertes rapides, un des criminels crie au mage du gang de se montrer immédiatement. Pendant ce temps, le chef des chasseurs de braise continue d'éliminer facilement chaque ennemi qui s'approche. Il fait une pause un instant, entouré de corps tombés, et se dit qu'il doit vraiment vieillir. Soudain, un tourbillon d'énergie magique bleue froide commence à se former intensément juste devant lui. Sentant le danger imminent, l'archère du groupe crie au vieux de reculer pendant qu'elle prépare une flèche enflammée. Cependant, le mage aux lunettes s'avance rapidement et saute vers la magie ennemie pour utiliser son pouvoir spécial. Un impact massif d'énergie glaciale se produit, bloquant complètement l'attaque mortelle de l'adversaire. Les trois mercenaires se tiennent fermes dans la poussière, tandis que l'ennemi demande furieusement qui ils sont. Le mage de glace ennemi apparaît flottant sur un nu de glace et de fumée, générant un puissant tornado glacé au-dessus de lui. Cet homme effrayant aux yeux brillants est Choideokpal, un utilisateur de magie de glace craint et dangereux de la région. Il demande avec colère qui ils pensent être pour se mêler des affaires des autres, demandant s'ils ont perdu la tête. Calmement, le jeune mage mercenaire ajuste son monocle et répond que le véritable fou ici, c'est l'ennemi lui-même. Avec un regard analytique extrêmement sérieux, il fixe son attention sur les capacités magiques de l'adversaire devant lui. Il avance lentement et commente combien il est pitoyable pour quelqu'un avec un don rare de magie de s'allier à une bande de tueurs. Le jeune homme traite son rival de déchet pathétique, laissant Choideokpal complètement furieux. Le mage de glace ennemi affiche un sourire macabre, se préparant à libérer toute sa puissance mortelle contre eux. Il rugit de haine et ordonne aux mercenaires de mourir aujourd'hui, canalisant une énorme tempête de neige sur la zone. D'un geste rapide, il lance son sort de lance de glace directement sur la poitrine du jeune adversaire. Au lieu d'essayer d'esquiver ou de se défendre, le mage mercenaire affiche simplement un sourire confiant et moqueur face à l'attaque. Le criminel est totalement choqué en réalisant que sa magie a simplement disparu, demandant pourquoi cela n'a pas fonctionné. Montrant un morceau de glace brillante flottant au-dessus de sa main, le jeune homme demande moqueusement si c'était ce sort. Tremblant de terreur, le vilain demande qui il est et comment il peut utiliser sa propre magie, entendant qu'il est un anti-mage. Il pointe son doigt comme une arme et se définit spécifiquement comme un voleur de sorts avant de simuler un tir. Au même instant, la lance de glace volée est lancée violemment et transperce mortellement la tête du mage ennemi. Le corps sans vie du criminel tombe d'en haut et s'écrase lourdement contre le sol rocailleux de la vallée forestière. Avec une froideur totale et élégance, le jeune homme ajuste à nouveau son monocle comme si rien de spécial ne venait de se passer. Il commente que cela élimine complètement le danger de ce repère de tueurs, mais le vieux chef acquiesce avec une certaine réserve. L'archère du groupe soupire d'agacement et traite son compagnon mage d'idiot. Elle crie qu'il était censé capturer une cible de grande valeur pour l'interrogatoire, et le mage admet qu'il a oublié ce détail. Le maître épéiste interrompt leur dispute et leur demande de se concentrer sur la sécurité des otages. Les deux jeunes acquiescent rapidement aux ordres de leur chef et courent derrière lui vers l'emplacement des civils. Caché en haut de la gorge, Gorold observe le groupe s'approcher prudemment des personnes secourues pour ne pas les effrayer. Voyant la noblesse des actions de ses chasseurs, le guerrier gobelin réfléchit avec admiration qu'ils restent de très bonnes personnes. Soudain, une notification audio du système résonne dans l'esprit de Gorold, le prenant complètement au dépourvu. Une fenêtre d'alerte signale qu'une quête d'élimination a été déclenchée à cause de la présence d'un puissant ennemi à proximité. Le système affiche le profil du maître des épées crépusculaire, indiquant qu'il est un redoutable adversaire de niveau 26. Ensuite, il montre la carte de l'archère à flamme rouge, enregistrant son statut de combat de niveau 18.
Enfin, le système détaille le profil du voleur de sorts de niveau 21, complétant la triple menace. L'alerte finale du système apparaît directement et sans pitié, lui ordonnant d'éliminer tous ses cibles humaines. Geralt grince des dents, extrêmement agacé, et maudit silencieusement cet ordre ridicule du système. L'écran rouge insiste sur la notification, clignotant sans relâche pour qu'il confirme le début du combat. Les trois profils des mercenaires flottent devant ses yeux, mettant en avant la force de chacun. L'ordre d'élimination brille à nouveau, exigeant qu'il agisse immédiatement contre le groupe. Clignant des yeux, le guerrier gobelin se force à garder le contrôle et à prendre la bonne décision. Il ouvre un œil avec détermination et décide de défier complètement l'ordre imposé par le système. D'un mouvement ferme, il touche l'écran flottant pour accéder aux paramètres et annuler cette quête. Le système émet une alerte grave, avertissant que l'abandon de la quête réduira la réputation du clan et appliquera une pénalité. Ignorant les mauvaises conséquences, Gurul répond avec conviction et ordonne verbalement l'abandon de la quête. Plusieurs avertissements de pénalité apparaissent ensuite et, épuisé par tout ce bruit, il dit mentalement à l'écran de se taire. Il réfléchit qu'ils étaient les seuls à l'avoir sauvé sans rien demander en retour dans le passé et qu'il n'est pas un monstre sans cœur pour les tuer. Les regardant partir du haut de la falaise, il se jure de ne pas entrer en conflit avec ce groupe à tout prix. La scène se déplace vers la route sous le ciel diurne où un panneau en bois indique que le village de Pendleton est très proche. Dans le village, un garçon court avec excitation, alertant tous les villageois que les mercenaires arrivent enfin. Il crie joyeusement que les otages qui avaient été kidnappés reviennent aussi sains et saufs avec le groupe. Les villageois célèbrent avec soulagement, remerciant immensément les braves guerriers d'avoir réussi la mission. Une énorme ruée commence avec des couples et des membres de la famille s'appelant par leur nom et courant pour s'étreindre avec émotion. Pendant que les villageois se réconfortent, les trois mercenaires regardent la scène, heureux d'avoir ramené la paix à ces gens. Le chef du village s'incline avec gratitude et l'ancien leader répond humblement qu'il est heureux d'avoir aidé. L'homme âgé mentionne que les gardes locaux ne servent qu'à percevoir des impôts excessifs et ne lèveraient jamais le petit doigt en cas de crise. Il tend une petite bourse de pièces comme récompense promise, s'excusant sincèrement de ne pas pouvoir offrir une somme plus importante. Le gentil épéiste accepte le paiement avec un sourire chaleureux et lui assure que c'est déjà plus qu'assez. Il profite du moment pour demander si le chef a entendu des rumeurs récentes sur la présence de gobelins dans la région. L'ancien est un peu surpris par la question et essaie de se souvenir d'une rumeur qui pourrait les aider. Pendant ce temps, dans la chambre en pierre, Jang Haiyan se réveille et regarde autour d'elle avec curiosité pour s'orienter. Elle sort prudemment du lit et s'approche lentement d'une petite épée plantée dans la table en bois. Elle observe la lame acérée de près avec un regard pensif et un peu inquiet sur ce qu'elle devrait faire. Soudain, un bruit étouffé étrange de quelque chose tombant au sol attire son attention au milieu du silence. Silence. Surpris par le bruit soudain, elle recule et pousse un cri de terreur en appelant sa mère. Elle regarde le sol et voit quelques mystérieux fruits violets rouler et rebondir sur le sol en pierre de la pièce. Accroupie, elle ramasse soigneusement un des fruits en remarquant une petite main verte qui tente d'en attraper un autre. Devant elle apparaît un adorable bébé gobelin avec de longs cheveux argentés qui la fixe avec curiosité et innocence. Enchanté par la mignonne créature, Jang Haiyan sourit doucement et lui offre la nourriture. Le petit bébé gobelin pousse un cri de joie et commence à marcher maladroitement vers la jeune fille humaine. Elle tend ses petites mains vertes avec enthousiasme pour attraper le fruit violet qui lui est offert. Au lieu de simplement prendre la nourriture, le bébé saute et enlace la jambe de Yan, surprenant légèrement la jeune fille. La petite fille se blottit affectueusement dans les bras de l'humaine, montrant qu'elle aime vraiment la nouvelle compagne qu'elle a trouvée. Complètement fondue d'affection, la jeune fille humaine remarque doucement à quel point elle est douce et adorable. Pendant qu'elle caresse le bébé, un signal système lumineux apparaît soudainement juste devant ses yeux. L'écran bleu affiche une quête de chasse tutoriel lui ordonnant d'éliminer un gobelin pour éveiller son pouvoir unique. Elle fixe l'épée plantée dans la table, réfléchissant à l'exigence cruelle du système pour gagner en puissance. Ensuite, elle jette un coup d'œil furtif au doux bébé gobelin qui reste accroché à son bras, totalement innocente. La nuit tombe à nouveau sur la forêt, révélant un petit campement avec un feu de camp et des tentes sous la lumière de la lune. De la viande de petits monstres rôtit lentement sur des bâtons au-dessus des flammes vives du feu. Le jeune mage offre la nourriture cuite au chef qui le remercie et demande gentiment au garçon de manger en premier. Curieux, l'archer demande à l'ancien à quoi il pense si sérieusement depuis leur arrivée. Il caresse sa barbe pensivement et dit qu'il y a quelque chose d'extrêmement étrange au sujet du gobelin qu'il traque.
Il explique qu'en se basant sur les indices, presque tous les dégâts causés par le monstre visaient des invocations armées. Il conclut que les victimes étaient des gens haïs par les locaux, prouvant que le gobelin a l'intelligence de choisir des cibles faciles. Le mage aux lunettes est surpris qu'un gobelin puisse être si intelligent, ressemblant à un chasseur stratégique. Le vieux chef avertit que ce n'est pas tout et mentionne de nouvelles rumeurs qu'il vient d'apprendre du chef du village. Il révèle sérieusement que selon les histoires locales, il existe un gobelin capable de parler la langue humaine. Le jeune archer commence à rire, pensant que c'est un mensonge. Et le mage acquiesce, disant que ces créatures savent à peine émettre des sons. Pendant que les deux se moquent de l'histoire, une silhouette familière s'approche silencieusement d'eux dans l'obscurité. Gorille parle d'un ton calme, disant qu'il les a enfin trouvés là, les appelant par leur nom en tant que membres des chasseurs de braise. Le guerrier gobelin sort calmement des arbres sombres, se révélant devant le feu de camp. Au même instant, les deux jeunes mercenaires reculent sur leur garde et dégainent leurs armes pour le combat. Le chef gobelin fixe le vieux épéiste et remarque habilement qu'il a compris qu'il l'avait déjà pas mal investigué. Il ajoute calmement qu'à cause de cela, il préfère passer les présentations. Sans perdre de temps en paroles, l'archer rapide tire une flèche directement vers l'intrus. Avec des réflexes incroyablement rapides, Gurils lève la main et parvient à attraper la flèche en plein vol avec une extrême aisance. Les deux jeunes restent bouche bée, choqués par l'agilité surhumaine du monstre. Il casse la flèche avec ses mains et leur demande poliment d'éviter de faire ça à nouveau, affirmant qu'il a reçu l'avertissement. Le guerrier révèle froidement qu'avant de venir au camp, il a laissé ses alliés en embuscade autour du village de Pendleton. Il avertit que s'il ne retourne pas à temps vers ses compagnons, tout le monde sait très bien le terrible sort qui attend les villageois. Les jeunes réalisent, frustrés, qu'il a utilisé le village comme un otage pour empêcher une attaque, confirmant à quel point ce monstre est rusé. L'épéiste expérimenté observe le gobelin avec gravité et essaie de déchiffrer les véritables intentions derrière ses mots. Il lève la main et demande directement au monstre s'ils doivent supposer qu'il est venu ici juste pour parler paisiblement. Gorels confirme respectueusement et demande poliment qu'on lui accorde juste quelques minutes d'attention pour parler. Le vieux homme accepte d'écouter et le gobelin leur demande immédiatement d'arrêter de suivre ses traces et de quitter la région. Le chef dit qu'il prévoit de stopper les attaques contre les humains et propose de trouver un accord pacifique, voyant que le gobelin est un être rationnel. Le guerrier répond sombrement qu'il y a certains humains qu'il doit éliminer sans exception et qu'il ne s'arrêtera pas tant qu'il n'aura pas fini. L'épéiste admet sa grande intelligence, mais souligne que le monstre ne semble pas très bien comprendre comment fonctionne une négociation. Avec une expression sérieuse, le vieux chasseur conclut qu'en maintenant cette position ferme, aucun d'eux ne pourra parvenir à un accord mutuel. Gorels se rétorque qu'il n'est pas venu ici pour vraiment négocier, mais pour les empêcher de subir une mort inutile. Il fixe un délai d'1 semaine pour qu'ils rassemblent leurs affaires et quittent définitivement le territoire, laissant le chef dans le silence. Il termine en déclarant solennellement que cet avertissement est la dernière courtoisie qu'il leur accordera avant d'agir. Pendant ce temps, dans la sombre pièce de pierre, Jang Hyun se concentre sur le dilemme reçu de son écran. Devant elle, le mignon bébé gobelin continue de manger joyeusement le fruit violet, sans la moindre idée du danger qui l'entoure. La jeune fille humaine l'observe en silence, partagée entre des sentiments conflictuels. Ses yeux se tournent vers l'épée aiguisée plantée dans la table, symbole du pouvoir facile qu'elle pourrait acquérir. Prenant une décision rapide, la main de Zanganyan se ferme autour du manche de l'épée en métal. Elle tient fermement l'épée derrière son dos tout en observant le petit bébé innocent. Avec l'avertissement de chasse aux gobelins toujours lumineux, aimez et commentez si vous voulez la suite.